on va commencer par parler du film, par conséquent. Vous avez tous vu le film. Est-ce que vous voulez que je vous présente, je peux vous faire une petite présentation du contexte et vous dire un peu quelles étaient les idées de la réalisatrice, notre idée, et surtout dans quel contexte ce film s'est fait. 52 minutes, on a tourné pendant une année complète, il y a 50 heures de rush, et c'était très difficile, il fallait, c'est-à-dire qu'on a 50 fois plus d'images, d'interviews et d'idées, il a fallu choisir pour que ça tienne dans un format passable à la télé, donc c'est passé sur France 5, 52 minutes, donc ça veut dire que c'était beaucoup. Alors, un mot du contexte tout d'abord. L'idée ici de la réalisatrice, et notre idée, était d'essayer de montrer de la manière la plus pédagogique possible comment on passe de l'idée à la carte. La carte, c'est d'abord une intention, c'est d'abord une idée. On veut transmettre un message, on a une idée et on veut communiquer cette idée, ce message, à une audience, à un auditoire, à un public. Et alors, il y a plusieurs moyens de le faire. Le texte, on peut écrire un texte pour communiquer ses idées, mais on peut aussi éventuellement créer une affiche, peindre un tableau, faire un dessin, dessiner une esquisse. On peut aussi faire une carte. Et la carte, c'est deux choses. C'est la carte paysage qui va nous servir à nous localiser, à montrer quelque chose qui est beau, mais on peut aussi considérer la carte comme un objet d'information qui va permettre de transmettre un savoir, une connaissance. Dans le cas de... Alors, une fois qu'on a dit ça, et que vous êtes tous des consommateurs de cartographie, de cartes, vous en avez dans les journaux, vous en avez essentiellement dans vos livres scolaires, c'est voilà un aspect dont on va essayer de parler un petit peu plus tard, la cartographie dans les livres scolaires, à quoi ça ressemble, à quoi ça sert, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça vous transmet de l'information en plus des textes, etc. L'idée ici était de montrer comment le résultat que vous avez sous les yeux, comment se produit et comment se construit ce résultat que vous avez sous les yeux. La cartographie, c'est avant tout de la collecte de données, mais vous allez me dire éventuellement, la collecte de données, on peut la faire sur Internet, on peut aller chercher des statistiques, des informations. Si ce n'est pas sur Internet disponible, ce sera dans les bibliothèques, ou dans des centres de recherche, ou dans des organisations internationales. Mais une partie de ce que vous voyez sur les cartes sont en fait des observations de terrain qui sont faites par des géographes, des historiens, des économistes, des anthropologues, des sociologues qui vont sur le terrain, qui vont aller fouiller comme on l'a fait dans le film, comme vous l'avez vu dans le film, on va aller très loin et on va aussi être obligé parfois pour aller chercher l'information, la vraie information, de transgresser l'autorité, de transgresser d'aller au-delà de la barrière qui nous interdit d'aller voir, par exemple, un endroit qui est particulièrement pollué. On va être obligé d'aller au-delà de ce que l'autorité nous permet de faire. Donc elle va nous placer dans une situation très ambiguë où on a un mandat, là en l'occurrence c'était un mandat des Nations Unies, donc on ne peut pas être plus... légaliste, internationaliste que ça. On a un mandat des Nations Unies, donc on est légitime pour aller chercher l'information. Et vous voyez que dans le film, eh bien, on nous empêche d'aller voir cette information. Il n'y a pas un grand enthousiasme de la part des propriétaires des mines et des usines dont on veut faire une évaluation. Et on va être obligé de transgresser, de se mettre un peu hors de la règle, on va dire hors la loi, ce qui va nous mettre dans une situation paradoxale, c'est un peu philosophique, où en même temps, on est légitime pour faire une recherche avec un objectif qui est légitime et qui est un mandat donné par un organisme international, par ailleurs, pour pouvoir obtenir ces informations, de transgresser la règle, d'aller au-delà de ce qui est permis pour pouvoir être sûr qu'on aura l'information réelle qu'on recherche. Alors, ça c'est pour le contexte. Et puis, ce qui était aussi important, c'est toute cette démarche qui va de l'idée, la collecte d'informations sur le terrain, l'usage de la photographie comme élément de preuve ou comme élément de mémoire, pour ensuite, et naturellement aussi des interviews, ce que disent les gens, ce que vont dire les statistiques officielles et les rapports que les ministères vont publier. C'est un mélange de tout cet aspect. Eh bien, c'est cette réflexion autour de toutes ces données, de tous ces types d'informations, mais essentiellement, naturellement, l'observation sur le terrain, et comme vous l'avez vu, qui vont nous permettre d'avoir une interprétation et de dessiner non pas ce qu'on voit, mais ce qu'on pense être une certaine réalité. En gros, on ne va pas
faire une représentation graphique de la réalité, on va faire une représentation graphique de la manière dont on la voit. J'avais un vieux prof de géographie à l'université qui disait, c'est simple, mettez 10 géographes en face d'un paysage, demandez-leur de cartographier ce paysage et vous aurez 10 cartes différentes. Chacune de nos perceptions est différente et elle dépend très très grandement de notre propre savoir, de notre culture, de nos valeurs philosophiques, de nos engagements politiques même, de notre sensibilité artistique. Et nous ne produirons jamais la même carte ou le même dessin sur la base d'une même observation quand on est plusieurs. On a essayé donc dans ce film de décrire tout le processus de fabrication de la carte, de production, de création de la carte. On peut parler ici de création cartographique, sur la base, en particulier de ces observations de terrain. En fait, c'est absolument évident qu'on va créer des cartes sur la base de données, de données statistiques ou de données qualitatives qui sont plus ou moins accessibles. Mais ici, ce qui était important de montrer aussi, c'est que cette carte, elle est issue de ces observations sur le terrain. Et vous voyez comment, à partir d'observations sur le terrain, on va littéralement mettre les pieds dans la rivière, pratiquement, pour pouvoir en donner une représentation cartographique et puis la rendre universelle. C'est-à-dire, le fait de produire la carte est une étape, mais la deuxième étape qui est importante, c'est une étape qui est tout un processus pour diffuser la carte auprès du plus grand nombre. Et vous voyez aussi que dans le film, cette deuxième étape de diffusion, elle pose des problèmes, parce que la carte, on en a peur, elle va subir une évaluation politique, une censure politique, en quelque sorte, qui fait que quand la carte on va suspecter la carte de produire des informations susceptibles de gêner un État, un pouvoir, une stratégie économique, eh bien on va essayer de faire en sorte que cette carte ne soit pas diffusée. Et c'est aussi le message du film, de trouver les moyens alternatifs de contournement pour pouvoir diffuser des documents qui sont a priori des documents censurés. Donc là, ici, je fais une petite parenthèse parce qu'on est dans le Caucase, mais j'ai aussi beaucoup travaillé en Asie centrale. Et je vois bien que nous sont donnés à voir des cartes sur l'Asie centrale et sur les frontières d'Asie centrale. Et lorsqu'on était sur le terrain, on a vraiment fait une évaluation. On a bien vu que beaucoup d'endroits ont été minés. Donc, sur la carte officielle de l'ONU, en tout cas celle qu'on a proposée, on avait toute une légende avec des petites croix le long de la frontière en disant « Attention, ici, c'est une frontière minée avec des mines antipersonnelles. » Ça passe à la révision à l'ONU et ça passe à la révision des États, c'est-à-dire de l'Ouzbékistan, du Kyrgyzstan, du Tadjikistan, qui ont dit ça, non, 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 non. Cette information, c'est une information confidentielle, c'est un secret d'État. On ne peut pas mettre cette information sur une carte. Or, le mandat de l'ONU, le but est justement de prévenir les accidents, de se dire on va informer la population qu'un endroit est dangereux pour éviter qu'ils y aillent. Ces mines antipersonnelles en Asie centrale causent la mort de dizaines de personnes, d'enfants, de bergers tous les ans. L'idée d'améliorer la situation. Mais en fait, le processus de censure nous interdit de le faire. Et la carte va sortir officiellement dans un rapport officiel de l'ONU, donc on va se dire c'est un rapport officiel de l'ONU, donc on le croit. Et la terminologie même à l'intérieur de la légende a changé. Frontière minée par des mines antipersonnelles va devenir frontière renforcée. C'est-à-dire tout un travail terminologique très important. L'idée aujourd'hui ici est de vous présenter quelques exemples pour vous expliquer que ce qui vous est soumis, il faut vraiment avoir un regard critique. La terminologie peut vous induire en erreur et cette terminologie que vous allez trouver dans les légendes et sur les cartes, elle n'est jamais le fait du hasard. Elle est très souvent un élément qui permet de renier un peuple, de dénier une situation. Je pourrais vous donner plusieurs exemples. Alors, pour terminer cette petite présentation, ce film, en fait, c'est 3 films en un, je dirais. C'est un film qui a essayé de montrer comment on produit une carte, donc comment on passe de l'observation, de la collecte pure d'informations, à la production finale d'une carte. Le deuxième, c'est aussi un film qui est très symbolique du changement, des changements très brutaux, très violents qu'ont eu à subir tous ces ex-républiques soviétiques. L'action se passe en 2007, c'est une situation post-soviétique d'à peu près de 20 ans, donc 91, 2007, 2011, on est à peu près à 2 décades, et on voit qu'à 2 décades, ici très très bien, le changement entre ce qu'a été une production soviétique, un système de production soviétique, à quelque chose
qui n'est pas quelque chose qui ressemble à ce dont on a l'habitude de voir, nous, dans nos sociétés, dites occidentales, libérales, etc. C'est quelque chose d'autre. C'est une transition qui est peut-être pire. Et cette transition est toujours en cours, aujourd'hui, avec des éléments de gouvernance très très faibles. Ce sont des pays de gouvernance très très faibles, où l'État n'a pas réussi à réellement faire la police pour imposer des règles, des lois, des règlements et des lois pour la protection environnementale, et où ces grands combinats ex-soviétiques, tels que ceux que vous avez vus, sont en fait aux mains de sociétés multinationales qui ont leur siège dans les paradis fiscaux, turcs et caïcos. Là, en l'occurrence, on travaille avec cette immense société multinationale qui s'appelle Valex, dont le siège, enfin, ça appartient à des Russes, des intérêts anglais. Ils ont un siège au Liechtenstein, ils ont d'autres sièges financiers et commerciaux dans d'autres paradis commerciaux. Tout ça est tout à fait hors de contrôle, je dirais, de l'État. Il n'y a pas grand-chose à faire. Donc il y a des règlements, éventuellement des règlements, mais qui ne sont jamais respectés. Comme vous l'avez vu, on réussit à prouver dans ce film que ces grandes sociétés multinationales mentent éhontément en disant que le système de traitement des eaux est un système fermé. En réalité, il y a des déversements qui sont totalement dévastateurs et pour la nature, et pour l'irrigation, et pour l'agriculture, et qui de fait passent dans la chaîne alimentaire et qui va créer une situation sanitaire tout à fait tragique, encore en cours hélas aujourd'hui, non seulement pour la région de Tbilissi, cette région du sud de la Géorgie, mais l'eau, ça circule, ça court, et ça va aller jusqu'en Azerbaïdjan, donc avec des impacts sanitaires, de pollution, et des impacts sur la santé qui vont donc atteindre et qui vont concerner non pas des dizaines de milliers de personnes, mais des dizaines de millions, enfin des millions de personnes plus exactement, 3 ou 4 millions de personnes qui vivent dans ce bassin versant. Donc ça c'est la deuxième chose. Et puis la troisième chose, c'est un rappel sur l'importance de la question environnementale. Alors ici c'est très caricatural. Nous vivons des pollutions, je dirais, légères ou fortes en Europe occidentale. Elles sont plus ou moins contrôlées, plus ou moins régulées. Ici, on est dans des pays où, encore une fois, de gouvernance très faible, où les règlements, s'ils existent, ne sont jamais respectés. Et ces grandes entreprises peuvent, en toute impunité absolue, soit émettre des fumées sans qu'il y ait des filtres sur les cheminées, soit déverser les eaux de traitement des minerais directement dans les rivières, avec encore une fois un bilan environnemental et un bilan sur la santé qui est connu de manière qualitative, mais pour lequel on n'a pas d'études précises, sauf naturellement quelques institutions de coopération allemandes, en particulier, suisses, un petit peu françaises, mais pas tellement, qui font des études partielles, comme dans cette ville d'Alaverdi que vous avez vu, hein, le sulfure, les cheminées, et où ils constatent sur tous les enfants, par exemple, qu'ils ont observés, que 90% d'entre eux présentent des problèmes asthmatiques graves à très graves. Évidemment, après, on peut extrapoler, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ni l'État, ni les organisations internationales, c'est un peu frileux, tout ça, n'arrivent à faire des études épidémiologiques pour vraiment savoir ce qui s'y passe. Donc tout ça est un chantier en cours. Naturellement, peut-être la dernière chose que je voudrais dire avant qu'on ouvre un peu la parole, qu'on vous ouvre la parole et qu'on essaye de discuter un petit peu d'aspects qui vous intéressent. Comment expliquer ? La dernière chose, c'est d'essayer on a pensé que l'information, diffuser l'information, rendre publique l'information par l'intermédiaire de ce média allait être efficace. Parce que le film est assez fort, il montre quand même des situations qui sont dramatiques. Et on s'aperçoit que le film est diffusé à la télévision, il est traduit, il passe aussi sur PBS aux États-Unis, il passe en Angleterre, il va passer aussi sur la télé géorgienne. Et puis rien. C'est-à-dire derrière, à part quelques ONG, quelques organisations non gouvernementales géorgiennes ou internationales, éventuellement WWF qui va mener quelques actions, un impact réel où les gens vont se scandaliser pour une situation, mais la situation reste la même. Les sociétés multinationales qui exploitent
ces mines, ces grands anciens combinats soviétiques très mal, très mal protégés, eh bien, ils continuent tout simplement, en toute impunité, à faire les déversements la nuit, à ne pas mettre de filtre sur les cheminées, malgré le fait que une équipe mandatée par les Nations Unies ait fait un film, une étude, prouvé que c'était possible, que les investissements ne sont pas des investissements inaccessibles. On dépense beaucoup plus d'argent pour des trucs qui sont moins importants. Mais les choses ne bougent pas. Donc ça, c'était aussi un petit peu l'échec, je dirais, de ce travail de plusieurs années. De se dire que grâce à un média, qui est un film, grâce à une information, on aurait pu faire changer les choses. Et en fait, ça n'est pas le cas. Voilà. Donc ça permettra de faire aussi un lien avec ce dont je voulais parler plus tard, qui est ce nouveau mouvement de la géographie dite radicale ou critique, qui est en gros d'informer sur des situations qui sont des situations inacceptables en termes de justice sociale, par exemple. Informer est une étape. La deuxième étape est d'agir. Ce serait d'agir sur le terrain. Alors voilà, on peut agir de manière douce, on peut agir de manière un petit peu virulente, on peut éventuellement agir de manière un petit peu plus brutale et un peu plus violente. Hein. On reparlera éventuellement de ce qu'on a appelé aux États-Unis les éco-terroristes. Ils n'ont jamais tué personne, simplement ils ont détruit du matériel, des bâtiments, etc. Et ces éco-terroristes aujourd'hui qui étaient dans cette logique radicale se retrouvent en prison alors qu'ils ont peut-être endommagé ou détruit du matériel, mais en tout cas jamais menacé ni tué personne. Alors voilà, c'est aussi de savoir si en Géorgie, la population ou en Azerbaïdjan, elle a politiquement les moyens de se réveiller citoyennement, hein, les moyens d'un réveil citoyen. Donc voilà un peu le contexte général de ce film que vous avez vu. Maintenant, peut-être que vous avez des questions, peut-être que vous avez envie qu'on aborde des points particuliers. Alors, je vous laisse la parole. Oui. J'ai une question par rapport aux difficultés que vous avez eues par rapport aux populations et aux autorités. Le plus dur pour vous, ça a été de vous adresser aux populations, aux autorités ou aux grands chefs d'entreprise quelle a été votre plus grande difficulté? Alors, ouais, c'est une très bonne question parce qu'elle est naturellement au cœur. Quand on fait un film, on a besoin de montrer naturellement ce que pensent les gens et ce qu'ils ont. Voilà, on est là non pas pour se mettre nous en valeur, mais pour les mettre eux en valeur et en particulier de mettre en valeur leurs paroles. Donc n'oublions pas qu'on est dans un milieu post-soviétique. Et même 2 décades, 2 décennies après la fin de l'Union soviétique, il y a des vieux réflexes qui restent. Et ces réflexes, c'est que la parole n'est pas totalement libérée. On a toujours un petit peu peur. Sauf en Géorgie, qui a toujours été un peuple un peu plus turbulent, une des nationalités soviétiques un peu plus turbulentes que les autres, qui étaient toujours dans le refus, dans le rejet, donc qui sont un tout petit peu plus volubiles et un peu plus loquaces que certains autres. Bon, en plus, le pays s'était bien libéralisé. Mais n'en reste pas moins que beaucoup des témoins que nous voulions interroger ont refusé de nous parler. En particulier ceux qui avaient travaillé de près ou de loin à la mine ou dans les combinats industriels repris par des intérêts financiers étrangers. En général, c'est des fonds de pension, c'est des boîtes qui n'ont rien à voir en fait avec l'activité en particulier. C'est vraiment des investissements. Ils se disent il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a du cuivre, tout ça. Il faut un calcul. Ils se disent c'est rentable et hop, ils font un investissement, mais ils vont laisser le soin à des entreprises minières spécialisées naturellement de faire l'exploitation, mais dans des conditions qui sont des conditions de gouvernance très faible. Et on le voit aussi dans le film, il y a un environnement qui fait peur. On arrive, cette usine, elle est surveillée, il y a des gardes qui sont habillés en noir, en bottes comme ça, on a l'impression de troupes paramilitaires. Déjà, il y a une théâtralisation, c'est vraiment pour faire peur. Et puis, il y a tout à fait un discours des responsables de la mine qui disent à leurs salariés si vous parlez, vous êtes licencié, si vous parlez, vous allez avoir des problèmes. Donc du coup, déjà ces salariés ne parlent pas, ou alors ils parlent sous couvert d'anonymat et on ne peut pas les filmer, ou il faut les filmer de dos, parce qu'ils peuvent de toute façon être reconnus. Et ceux qui n'y travaillent plus, qui sont passés de la mine, c'est le principal employeur de la vallée, hein, ils emploient 2000 personnes, c'est 50% de l'emploi de cette petite vallée.
eh bien ceux qui travaillent ailleurs, qui ont retrouvé un poste ailleurs, qui travaillent dans des ONG ou qui redeviennent profs, pour eux c'est un passé, ça leur a fait peur. Ils ont éventuellement à dire qu'ils sont scandalisés par une situation, mais ils ne veulent pas parler. Donc déjà, cette parole-là, nous ne pouvons pas l'avoir. Et ce serait la parole la plus importante. Ceux que vous voyez vous s'exprimer dans le film, ce sont vraiment les plus courageux. Ce sont ceux qui, à visage découvert, ont accepté de faire face à l'autorité, de faire face au pouvoir de cette compagnie minière. Le journaliste, par exemple, le journaliste géorgien avec lequel je m'entretiens, avec qui j'ai gardé des contacts, à l'issue, à la projection du film, il va perdre son emploi, il va perdre la possibilité d'écrire dans le journal dans lequel il écrivait et de participer à cette petite télé où il présentait éventuellement la nouvelle. On va lui couper la parole et il disparaît. Il ne veut plus du tout avoir rien à faire avec cette affaire et il va refuser par la suite même de nous parler pour savoir un petit peu comment la situation évolue. Il sera donc, comme on dit, ranger des voitures, il va circuler. Pourtant, c'était un activiste, c'était quelqu'un qui était très actif dans la recherche de la vérité et qui voulait vraiment changer la situation. Le médecin qui va réaliser cette étude épidémiologique dans cette année, oui, dans cette petite vallée, il va parler de... Je ne me souviens plus exactement l'expression, mais il parle vraiment d'une situation qui est une vraie situation tragique du point de vue pour la santé de la population. Son étude, qui est une étude sérieuse, elle va disparaître des archives et lui répondra plus au téléphone. Il va partir de cette institution pour le compte de laquelle il a fait cette étude, et il va disparaître. Donc lui aussi, c'est un témoin, c'est une parole qui s'échappe, c'est une parole qu'on n'aura pas l'occasion d'avoir, en tout cas dans le film. Et pour ce qui concerne l'institution en elle-même, là c'était très facile, mais c'était moins intéressant. Ils sont bien sûr toujours très prêts et très enthousiastes pour faire des interviews, pour pouvoir répondre, pour pouvoir apparaître. Hein, les politiciens en Géorgie, plus ils apparaissent à la télévision, plus ils apparaissent dans les films, surtout une équipe qui vient filmer, une équipe de télévision étrangère, c'était un caméraman de la télévision belge, une réalisatrice française qui travaillait pour une maison de production pour la télévision française nationale, qui va suivre une équipe de l'ONU faire une enquête cartographique pour déterminer avec des objectifs comme ça pour déterminer ces choses. C'est assez prestigieux pour eux, donc aucun n'ont refusé vraiment de s'adresser à nous. Simplement, on les a pas mis ou on en a mis très peu parce que leur parole, ce qu'ils ont à dire est totalement inintéressant ou alors complètement pipoté, donc n'était d'aucun intérêt pour nous. Ou alors il aurait fallu qu'on le commente, mais on a décidé de rester un petit peu discret sur cette question-là. Donc ça c'était, paradoxalement, l'accès est plus difficile à la population, à des gens qui auraient des choses vraiment intéressantes à nous transmettre, qu'à une institution qui ne refuse jamais d'apparaître, d'être là, d'être pris en photo. Et je dirais même qu'il fallait faire attention, on a été instrumentalisé, c'est-à-dire quand on a réussi à obtenir l'autorisation de visiter ces deux complexes industriels, eh bien, l'entreprise est arrivée avec un caméraman, avec un photographe pour nous suivre. Et puis, tout d'un coup, là, le directeur de l'usine, il me met la main sur l'épaule. Parce que quand on était devenus vraiment très copains. Donc il y a aussi cette tentative extraordinaire, et puis il y a un moment où on s'est aperçu qu'on était pris en photo dans des situations qui pouvaient être gênantes pour nous. Donc on les a repoussés, on leur a dit non, on ne veut pas apparaître du tout sur une photo avec vous, on vous interdit de les utiliser. Et ils disent mais attendez, après on va boire de la vodka, etc. À quoi ça ressemble votre truc, c'est n'importe quoi. Vous venez de très loin pour nous voir et nous on vous ouvre notre mine d'or et on vous permet même de filmer dans la mine d'or, etc. et de prendre des photos. Donc si nous on vous permet de prendre des photos et de filmer, eh bien nous on a aussi le droit de prendre des photos et on se retrouve comme ça naturellement dans du matériel de propagande bras dessus bras dessous avec un type qui pollue un environnement et qui transforme en cauchemar la vie de centaines de milliers de personnes. C'est un petit peu gênant parce que naturellement on ne sait jamais après où ces documents peuvent aller. Donc ma crainte est de me retrouver un jour sur Facebook, sur la page Facebook de cette entreprise, si toutefois ils découvrent que Facebook existe, et puis de se dire, tiens, regardez, vous voyez, ce représentant de l'ONU a tout à fait admis l'idée que notre usine était une usine propre. Bon, voilà un peu, en gros, le paysage, toujours très difficile. La barrière de la langue était totalement surmontée parce que nous avions systématiquement avec nous des traducteurs,
Alors, un traducteur georgien, bien sûr, parce qu'il parle georgien, ou russe. Donc on avait un traducteur qui faisait georgien et russe. Mais vous avez vu aussi, il y a des communautés arméniennes, des minorités arméniennes dans le sud du pays, ou azéries. Et donc soit ils parlent russe, mais pas nécessairement. Il fallait parfois qu'on ait 2 ou 3 traducteurs, parce que dans certaines communautés, ils ne parlent qu'arménien, bien que vivant en Géorgie, ou ils ne parlent qu'azéri, bien que vivant en Géorgie, ce qui pouvait éventuellement poser un problème. Mais globalement, je dirais que la méfiance était quand même beaucoup plus grande et qu'il a fallu faire tout un travail pour donner confiance, pour expliquer. On n'a pas pu filmer tout de suite, par exemple. Il fallait passer parfois des journées entières, 1 ou 2 journées entières, pour expliquer quel était l'objectif du film. Simplement aussi parce que je pense que dans leur imaginaire, la puissance de ce combiné industriel des gens, puis on ne les voit pas, ils se baladent toujours dans des voitures avec des vitres fumées, des grosses voitures noires avec du fumé. Donc il y a cette théâtralisation, c'est un peu comme sous l'Union soviétique, ça leur fait toujours peur. Ils en dépendent plus ou moins directement, puisque beaucoup d'entre eux sont employés. Et donc, libérer cette parole sur ce qu'ils ont à dire sur la pollution de leur eau, par exemple, chose très curieuse pour des Azéris qui sont musulmans, ils élèvent des cochons, ce qui ne se fait pas du tout en Azerbaïdjan, mais la minorité géorgienne le fait, parce qu'ils peuvent les vendre aux Arméniens qui les consomment, ou aux Géorgiens qui les consomment. Donc il y a ces échanges comme ça locaux. Mais malheureusement, si l'eau est polluée, si la terre est bardée de métaux lourds, les cochons vont mourir ou vont être malades ou ils ne pourront plus les vendre. Et c'est un vrai problème pour eux. Ils ont besoin de le dire, mais ils ne peuvent pas. Parce qu'ils n'ont pas réussi à libérer cette parole. Donc on a été reçus de manière très bien, mais il a fallu beaucoup de temps pour discuter, parler du projet et convaincre les populations dans les villages qu'ils pouvaient nous parler et qu'on allait essayer de présenter leur position, de présenter leurs paroles d'une manière qui n'allait pas les mettre en danger, je dirais, du point de vue de leur travail et de leurs ressources. Alors, il y a 2, d'abord et toi. Vous attendiez à ces réactions avant de débuter le documentaire ? Non, alors ça c'est aussi une bonne question. Pour ça, nous n'avions pas d'idée préconçue. D'une manière générale, quand on aborde, alors c'est vrai aussi dans la production cartographique, c'est vrai pour la production d'un film, et c'est un paradoxe, parce que vous savez peut-être que dans la recherche, quand on fait de la recherche, on a des intuitions et on pose des hypothèses, et puis on va faire de la recherche pour savoir si ces hypothèses se vérifient. En cartographie, le processus est un peu le même. On a un savoir, une connaissance, et on se dit, tiens, peut-être que le phénomène migratoire, c'est vraiment une menace pour l'Europe. Je parle de ça parce qu'on va en parler après. Mais donc c'est une hypothèse. Visiblement, la manière dont on en parle dans les journaux, ça a l'air d'être une vraie menace, ça a l'air d'être terrible, là, cette invasion de gens qui viennent de partout, de l'Est, d'Afrique. Normalement, ça devrait vous faire peur. Si vous lisez les journaux, si vous regardez la télévision, ça devrait vous faire peur. Et l'hypothèse, c'est ça. Et après, c'est de se dire, mais cette hypothèse, c'est une idée préconçue. Et si vous travaillez pour la collecte des informations avec cette hypothèse en tête, peut-être vous faites fausse route, peut-être vous allez travestir, vous allez utiliser une démarche de recherche qui n'est pas bonne parce que vous allez vouloir aboutir au fait que la migration pour l'Europe c'est une vraie menace et que c'est terrible. Alors que c'est peut-être autre chose. Donc l'idée est un peu de se débarrasser de ces idées reçues. On a essayé d'arriver dans le pays. Alors naturellement, je suis moi-même marié avec ce qu'on peut appeler une homo soviéticus. Ma femme est lettonne d'origine, elle vient des pays baltes. Bonne éducation soviétique, socialiste, c'était une komsomolska, comme elle dit elle-même, une pionnière. Donc j'avais en moi-même déjà une très bonne connaissance de ce qu'était la société soviétique, de ce qu'était l'Union soviétique. Bon, en plus, pour le journal pour lequel je travaille, c'est moi qui ai suivi les études post-soviétiques et qui ai suivi la région. Mais donc on savait ce que c'était devenu, mais malgré ça, sur des situations locales, on a vraiment essayé d'arriver complètement nu quelque part, sans idée préconçue de ce que les gens allaient dire, même si j'ai pensé à un moment que la population, connaissant très bien la Géorgie, allait être beaucoup plus volubile, beaucoup plus loquace et beaucoup plus ouverte. Et en fait, je me suis aperçu, au fur et à mesure qu'on a tourné ce film, que même la population géorgienne, connue pour être un petit peu plus rebelle que les autres, en particulier l'Azerbaïdjan, qui est resté vraiment sous la main de fer du dictateur Aliyev,
eh bien, une parole pas libérée et encore une peur. Et c'était voilà, c'était une découverte. J'ai découvert quelque chose, j'ai pensé que ça irait beaucoup mieux. Donc, se débarrasser des idées préconçues, complètes, c'est toujours très important. Je fais une petite parenthèse sur un petit extract sur le tourisme, qui n'a rien à voir avec le film. On a voulu faire une étude cartographique sur le tourisme dans le monde. Et naturellement, l'image qui est apparue, c'est de se dire c'est qu'il y a un tourisme de masse vers les tropiques, vers les Maldives, vers les Caraïbes, et on a pensé qu'il fallait représenter des flux mondiaux avec des flèches un peu dans tous les sens, que le tourisme était un phénomène mondial. Ça aussi, on va évoquer, hein, quand on fait dans la perception qu'on a du monde, de cette mondialisation, on a vraiment l'impression que ça bouge dans tous les sens, qu'on voyage, que les gens vont d'Amérique en Europe, d'Europe en Asie, etc. Et la réalité des chiffres pour le tourisme. Et moi, j'ai sincèrement pensé ça. Je me suis dit, tiens, on me demande de faire un travail sur le tourisme, je vais faire une carte avec des flèches qui vont partout, qui vont voilà, dans les palmiers, dans les sables blancs. En réalité, ce tourisme-là, il est fragmentaire. Il représente moins de 1% du tourisme mondial. Le vrai tourisme mondial, c'est du tourisme de masse. C'est 100 millions de personnes qui vont du nord de l'Europe vers le sud de l'Europe. Ce sont des déplacements de population touristique qui sont intra-régionales, y compris en Asie, maintenant où le tourisme se développe beaucoup avec en Chine et en Inde en particulier. Et ceux qui vont venir en France ou en Europe, de Chine ou d'Inde ou de Russie, ou les Européens qui vont aller aux Maldives ou loin dans les pays exotiques ou dans les Caraïbes, eh bien, c'est une toute petite fraction en fait, de cette population touristique. Donc la flèche ne se justifie plus. On était là, ici, dans ce qu'on était, voilà, une idée préconçue qui nous a fait faire fausse route pour produire un document qui était beaucoup plus conforme à ce que les informations, ce que les statistiques disaient. Pour le film, c'est pareil. On a essayé de se débarrasser des idées reçues qu'on avait sur voilà, les territoires post-soviétiques, les combinats post-soviétiques qui ferment, qui rouillent, ou ceux qui fonctionnent, mais qui fonctionnent de manière dangereuse parce qu'ils sont relativement mal sécurisés. Mais on est allé de surprise en surprise, on pourra en reparler. Il y a quelques autres anecdotes un peu intéressantes de ce point de vue-là. Donc je conclurai cette question en disant, normalement, il faudrait se débarrasser de ces idées préconçues, mais c'était extrêmement difficile. On parlera peut-être voilà, de l'impact de la presse et du discours xénophobe, par exemple, sur les questions migratoires ou les questions de déplacement de population. Quand on a ces idées préconçues, c'est très très difficile de s'en sortir parce qu'on a des médias qui sont omniprésents et qui vont vous servir un discours relativement quotidien duquel il est extrêmement difficile de se détacher. Oui, à toi, oui, pardon. Maintenant il fait chaud. Moi, je vais vous poser une question un peu philosophique. Je voulais savoir si vous pensiez à travers vos cartes apporter du bonheur. Ah oui, ça c'est une super question. Ah oui, j'aurais envie de faire un exposé complet, effectivement. Alors, là, ça fait appel un petit peu à ma propre personnalité, à mes propres objectifs de vie, je dirais. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on devient certainement pas géographe ni cartographe par hasard. Donc, il y a un aspect, il y a une histoire familiale. En fait, je suis très cosmopolite, ou bâtard éventuellement, ça dépend comment on peut concevoir les choses. C'est que je viens d'une famille qui est totalement explosée et qui vient des quatre coins de l'Europe. Voilà, ukrainien par ma grand-mère, hongro-slovaque par mon grand-père, et du côté de mon père, eh bien, c'est tatar, russe et polonais, et ma grand-mère était polono-slovaque. Voilà. Ma femme est lettonne, nous avons 3 enfants et je vis en Norvège. Donc, donc vous voyez ici que la géographie, mon choix de faire de la géographie, ce n'est pas un hasard, et en particulier de la cartographie n'est pas non plus un hasard. Donc il y a une fusion entre ce que je suis moi-même, de fait, par mes origines, et le métier que je fais, je ne fais pas de différence. Il y a plein de gens qui vont au boulot, ils y vont, ils sortent, ils n'y pensent plus. Après, moi, malheureusement, je vis dans mon travail, un peu 24 heures sur 24. Enfin, je vous rassure, je m'occupe de ma famille très bien aussi, c'est pas le problème. Mais en tout cas, je vis cette identité multiple et j'en fais un petit peu un acte de résistance et en même temps un acte d'activisme.
ne serait-ce que pour lutter contre voilà, ce dont je viens de parler, la xénophobie, la peur de l'autre, de l'étranger, voilà, de ces discours qui vous font croire qu'on ne peut pas vivre avec l'autre, on ne peut pas travailler avec l'autre, alors que je suis voilà, l'exemple vivant d'origine multiple, parlant 4 langues indifféremment dans la journée, avec les différents acteurs de ma vie qui sont voilà, soit la famille, soit les amis, soit les professionnels, les gens avec lesquels je travaille. Et donc l'idée d'essayer de visualiser cette vie, elle a été sous-jacente à mon choix d'être géographe. J'ai toujours eu envie d'essayer de transférer sur une feuille de papier blanche ce que je voyais, les paysages, les sociétés que je voyais vivre sous mes yeux, etc. De transformer cette image en image cartographique. Et c'est pour ça que j'ai soutenu depuis dès le début que lorsqu'on réalise une carte, on ne réalise jamais, on fait jamais une transcription fidèle de la réalité. Ça n'existe pas. La carte n'est pas du tout, elle ne peut pas être objective par essence, parce qu'elle va passer à travers tellement de filtres. C'est-à-dire, c'est ma vision, je vais voir quelque chose, je vais comprendre les informations, je vais le retranscrire sur le papier. C'est déjà un filtre énorme. Le filtre de mon savoir, de mes croyances religieuses, de mes attirances philosophiques, voilà, de ma sensibilité artistique. Puis en plus de ça, voilà, si on dessine au crayon, ça va. La relation est directe avec la matière, mais maintenant on utilise des ordinateurs, c'est encore d'autres filtres. Le logiciel, l'écran, la souris est un filtre. Imaginez tous ces filtres qui vous séparent de la réalité avec l'objet final à la carte. Maintenant, pour venir à votre question, bonheur. On va dire oui, mais en 2 fois. C'est-à-dire, mon idée est d'abord de montrer une situation, de montrer ce qui se passe. À travers, enfin, pas de montrer ce qui se passe, mais de montrer et de dessiner ce qu'est ma vision du monde. Alors on parle beaucoup, je voudrais vous présenter des choses, parce que ça parlera plus quand vous aurez les exemples. Et que cette vision du monde, elle est symbolique de désir, d'imaginaire, qu'on va trouver dans la tête des gens. Alors des fois, c'est mon désir à moi, mon imaginaire, que vous allez retrouver sur une carte. Par exemple, j'aime à penser la suppression des frontières, et de revisiter l'idée de la frontière, l'objet frontière, comme non pas une barrière, quelque chose qui va séparer les peuples, mais peut-être on peut considérer l'objet frontière comme, c'est un exemple parmi d'autres, une zone de transition très riche, où vont se rencontrer les cultures, les peuples, où elles vont pouvoir échanger, faire du commerce, mais échanger des idées éventuellement. On va voir aussi sur les cartes que c'est possible. Donc là, on approche un petit peu l'idée du bonheur, mais c'est l'imaginaire. Et puis, parfois, voilà, le cartographe, le géographe devient l'homme gris qui va faire des entretiens, qui va demander aux autres quelle est votre vision de votre pays, quelle est la vision que vous avez de votre commune ou votre pays. Que pensez-vous qu'est-ce que vous croyez être les menaces pour la France? Si je demande à un Polonais, qu'est-ce qui menace la Pologne aujourd'hui en Europe? Et je vais l'écouter, je vais m'entretenir avec lui, et la carte que je vais produire, peut-être je vais vous la montrer, ne sera pas ma position, mais ça sera sa perception, son imaginaire. Alors vous parlez du bonheur. En parlant de la Pologne. La Pologne, telle qu'elle me l'a été contée par les Polonais quand j'ai fait cette enquête, c'est 2 rêves, c'est un rêve et 2 cauchemars. Les 2 cauchemars, c'est l'Allemagne et la Russie, qui restent vraiment des traumatismes historiques très très profondément ancrés, encore aujourd'hui, dans la société polonaise. Et qui va d'ailleurs toujours avoir une influence sur leur politique étrangère, sur la manière dont ils vont avoir des relations avec l'Allemagne ou avoir des relations avec la Russie. Mais un rêve extraordinaire, qui est le rêve américain, et qui est pour eux le symbole, en tout cas le vrai symbole du bonheur, mais qui leur est mal rendu parce que la Pologne est un des derniers pays européens pour lequel les Américains exigent encore d'avoir un visa, ce qui n'est plus le cas pour d'autres pays ex-communistes ou même des pays comme les pays baltes par exemple. Donc les Polonais qui se sont offerts pieds et poings liés à l'administration américaine au cœur de l'OTAN trouvent qu'ils sont quand même bien mal récompensés. Néanmoins, voilà une idée du bonheur. Maintenant, hélas, je suis obligé je suis obligé de dire que l'essentiel de la cartographie que nous faisons, ce sont des cartes que j'ai appelées des cartes en colère, parce qu'elles vont aussi, hélas, montrer et décrire des situations qui sont des situations tragiques. Et c'est un peu notre rôle. Et là, on va sortir du bonheur, parce qu'on va montrer que l'Europe, ce n'est pas la région du bonheur du tout pour une grande partie de la population.
pauvre à l'intérieur, et pour toute cette partie de l'humanité qui est indésirable en Europe et pour qui il est extrêmement difficile de venir. Donc, malheureusement, je serais plutôt l'oiseau de mauvais augure qui va montrer des situations, des images, qui ne sont pas des images très fréquentes d'ailleurs, on ne les voit pas très souvent, et qui sont un peu désespérantes, malheureusement. Donc là, on va plutôt s'éloigner du bonheur. Mais, comme je suis plutôt d'une nature optimiste, et dans les chantiers que je mets en œuvre, et ce sera la conclusion de réponse à ces questions, je suis très attentivement un nouveau mouvement. Je voulais en parler un peu plus tard, mais parlons-en maintenant, qui est ce mouvement qu'on a appelé de la cartographie radicale ou de la cartographie critique. On a parlé de la cartographie émancipatrice. Hein, c'est même encore une terminologie plus... voilà. Donc, critique ou la contre-cartographie. Moi, j'aime pas beaucoup parce que c'est pas un mouvement ou c'est pas une cartographie ou une géographie qui va venir contre la géographie traditionnelle orthodoxe ou la cartographie classique. En gros, celle que vous avez, vous, dans vos manuels scolaires. Non, elle vient en complément. Et qu'est-ce que c'est que cette fameuse géographie ou cartographie émancipatrice? Eh bien, aujourd'hui, dans cette révolution technologique, cette révolution Internet, avec des outils qui vont être à la disposition des citoyens, qui vont l'utiliser comme un des outils, pas le seul, pour résister à une gouvernance mondiale inacceptable. La spéculation, par exemple. La surveillance, le contrôle, et qui vont utiliser cet outil, là aussi, après je vous montrerai quelques exemples, qui peut être un moyen très très efficace pour dénoncer, déjà pour montrer quelle est l'ampleur du problème, hein, de cette bulle spéculative par exemple, et de cet argent, hein, de cette richesse qui est totalement accaparée à des milliards de personnes qui naturellement en auraient besoin pour boire, pour être éduquées, pour aller à l'école, etc. Et ça représente l'espoir. Donc là aussi, on va se rapprocher du bonheur, donc dans l'autre sens, et on va se dire, tiens, on a ici un outil qui pourrait permettre aux citoyens, mais là encore, il faut que les citoyens se réveillent, qu'ils s'organisent, c'est pas le cas aujourd'hui, une telle chape de plomb, hein, cette société de consommation, de ces grandes entreprises, de ces grands pouvoirs qui vous imposent de consommer, qui vous imposent des images, qui vous bombardent de messages. Et malheureusement, de lutter contre ça, qui s'accapare votre espace public hein, aussi. Il y a tout un travail à faire aujourd'hui pour récupérer ne serait-ce que l'usage d'un espace public qui vous est grappillé comme ça, qui est colonisé de plus en plus par les intérêts commerciaux, les intérêts privés. Eh bien, ce type de cartographie, dont je voudrais vous montrer quelques exemples, eh bien, elle représente un espoir qui va tendre vers le bonheur, un peu, enfin, dont on espère qu'elle tend vers le bonheur si les citoyens sont capables de se la réapproprier. Voilà. Alors, bon, je vais m'arrêter là, mais en fait, c'est une dimension qui est extrêmement intéressante et qui fait aussi appel à... Là, évidemment, ce que j'ai dit, c'est que quand j'ai préparé cette intervention devant vous, il y avait tellement de choses et on n'avait que 2 heures. Et je me suis dit, peut-être qu'il faudrait étendre les heures un petit peu pour pouvoir évoquer tous les aspects. Mais un des aspects réhabilités dans la discipline cartographique, c'est l'émotion. C'est la sensibilité. Ça, c'était vraiment très très absent. Les géographes critiques, les cartographes critiques ou les cartographes qui se réclament de cette cartographie émancipatrice, ils vont aussi réhabiliter des modes de représentation tout à fait inédits qu'on va appeler la cartographie sensible ou la cartographie émotionnelle. Et puis, créer un environnement, ce sera de la carte, c'est de la représentation cartographique, mais qui va faire appel à des matériaux, qui va faire appel à des modes de représentation graphique, y compris en installation artistique, qui vont permettre de manière beaucoup plus forte de faire comprendre au public que vous êtes des situations d'une manière beaucoup plus profonde. Voilà. Donc le bonheur, c'est aussi ça, enfin moi c'est comme ça que je l'interprète, mais si vous dites on tend vers le bonheur, ça voudrait dire qu'il faut qu'on tende vers une certaine forme d'émotion, de sensibilité, voire de sensualité. Hein. Il y a des groupes de géographes qui travaillent sur ce qu'on appelle la cartographie sensuelle, donc je vous laisse imaginer ce que peut être une cartographie sensuelle, ou une géographie sensuelle, mais en tout cas, ce sont des mouvements aussi très très intéressants qui permettent, et qui sont aussi des outils qui pourraient permettre de changer un petit peu le cours de la société. Moi, je voulais savoir de quelle manière vous considérez-vous comme un artiste, ou tout du moins, comment la cartographie elle peut être assimilée à l'art. Ça, c'est aussi une bonne question, et qui mérite un petit développement, si vous voulez comprendre. Là, votre question, elle fait référence, et elle fait référence à cette idée que la cartographie
puisque c'est une représentation visuelle du monde, c'est une image, elle est un peu à la croisée des chemins, on va dire. Elle est un peu en même temps scientifique, en même temps technique, puisqu'on utilise des crayons ou des ordinateurs, en même temps éthique, parce qu'on ne va pas représenter n'importe quoi, et puis surtout très artistique, puisque a priori, on va utiliser les moyens de l'art pour faire ces représentations graphiques. On va utiliser des formes, des mouvements, des carrés, rouges, verts, tous ces éléments de l'art qui seront en gros organisés en 3 niveaux fondamentaux, des surfaces de couleurs ou de teintes, des points, des symboles ponctuels plus ou moins gros, que vont relier des lignes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Points et lignes sur plan, surface et lignes sur plan, c'est le titre d'un livre de Kandinsky, qu'il a écrit en 1923, où il va conceptualiser voilà, cette approche qu'on va appeler 3+1, donc surface, ligne et point, qui sont les 3 éléments, les 3 types d'éléments fondamentaux qu'on va utiliser dans la production artistique, dans la peinture, y compris dans la sculpture quand on est en 3D. Et la cartographie n'échappe pas du tout à cette conceptualisation. Qu'est-ce que c'est qu'une carte? C'est un ensemble de surfaces, de points qui sont reliés avec des lignes. Et ça, c'est les 3, mais +1 naturellement, parce que la carte, elle va s'accompagner d'un appareil d'explication, un appareil explicatif qui va être la légende, la toponymie, le titre, et qui va donner son caractère à la carte. Hein. Et je vous ai dit tout à l'heure que la toponymie, le choix des mots, il est important. Et la manière dont on va nommer les choses sur cette carte, elles vont considérablement changer la nature même de la carte. On va y revenir, je vous donne simplement un exemple. Si vous faites une carte de Jérusalem ou une carte d'Israël avec la Palestine, et si sur cette carte d'Israël ou de Palestine, vous mettez dans toute la partie est de Jérusalem, c'est-à-dire dans la partie palestinienne, hein, vous savez qu'elle est séparée par une frontière qu'on appelle la ligne verte, qui est une frontière de cessez-le-feu, et que cette partie est une partie colonisée par l'État israélien, eux, ils l'appellent les quartiers juifs. Les quartiers juifs, c'est quelque chose de très neutre, et on a l'impression que ça fait partie de la ville et que c'est une entité, comme ça. Il y a des quartiers juifs à l'ouest, il y a des quartiers juifs à l'est. En réalité, selon la terminologie, ce sont des colonies israéliennes illégales au terme de la 242, de la résolution 242 de l'ONU, qui a été publiée il y a quelques dizaines d'années, et qui gère légalement ce territoire. Donc vous voyez, la terminologie, elle va aussi qualifier la carte, et on va savoir d'où elle vient. Moi, je pense qu'on est un peu les deux. On est d'abord des citoyens. La géographie, c'est une discipline citoyenne. Alors pas la géographie descriptive telle que peut-être vous la détestez, celle où on va vous faire apprendre les pays par cœur, les capitales par cœur, les montagnes, le Mont Blanc, etc. Il y a une géographie descriptive qui est un petit peu repoussante, mais bon, les choses ont quand même changé depuis. On est passé de la géographie descriptive à la géographie systémique, où on va mettre en lien un petit peu ce qui se passe dans le monde. Et cette géographie-là, c'est essayer d'expliquer comment les humains, comment les êtres humains gèrent leur espace de vie, et comment ça s'exprime sur la Terre, quels sont les liens de puissance, de pouvoir entre ces sociétés. Mais pour ça, il faut... Voilà, encore une fois, on peut écrire un texte et c'est assez abstrait et c'est beaucoup plus facile. À partir du moment où il faut le représenter, on va passer par un médium de choisir des objets dans la sémiologie graphique qui vont symboliser ce que vous voulez dire. Un puits de pétrole, ce sera un carré violet. Une ville, ce sera un rond noir. On va représenter l'ex-Union soviétique en rouge, naturellement, l'OTAN et les pays de l'OTAN en bleu. C'est voilà, dans l'imaginaire, c'est ce qu'on a. Pour les prairies en vert, les montagnes éventuellement en marron ou en violet quand elles sont très hautes. Et à partir du moment où on a vraiment compris ce transfert, je crois qu'on est fondamentalement des artistes. Mais on est des artistes engagés. Alors, je disais, la cartographie, je la sens à la croisée des chemins, et je pense que c'est vraiment une discipline très subtile et extrêmement difficile à manipuler, dans le sens où il faut qu'on soit multiple. Il faut qu'on soit en même temps de bons scientifiques pour avoir la bonne information dans un paquet, et puis qu'on soit en même temps des bons artistes pour pouvoir trouver les bons modes de représentation, les bonnes couleurs, les bonnes formes, les bons mouvements, trouver des moyens de rendre un document dynamique, élégant,
bien organisé, puisque c'est a priori un élément visuel. Donc on est un petit peu les deux. Si vous me posez la question à moi, je dirais je suis un géographe artiste. Et d'ailleurs, si là je viens de refaire faire une carte de visite, donc ça tombe bien. Donc si vous voyez ici, géographe, cartographe, donc je l'ai écrit C avec entre parenthèses le mot art, je vous la donne. Ici, vous pouvez la passer. Cartographe, c'est-à-dire en même temps, je cherchais un moyen de représenter cette fusion. Tout ça pour vous dire que votre question est plutôt assez pertinente, mais elle n'est pas du tout évidente. Et là aussi, il y a un vrai conflit entre les géographes qui pensent que la cartographie est une discipline qui est scientifique, qui ne fait pas du tout appel à l'art, où vraiment les points, les choses doivent être localisées en latitude et en longitude, que tout doit être précisément géoréférencé, que si les points sont un petit peu à droite, à gauche, et que l'information est très généralisée, eh bien ça n'est plus de la cartographie. C'est de la pornographie, c'est quelque chose d'autre, c'est de l'illustration, éventuellement. Voilà. Alors, dans ce débat, et puis il y a ceux qui, comme moi, pensent le contraire, pensent que la rencontre de l'art et de la cartographie, elle va permettre de transmettre l'information géographique à des publics qui, a priori, n'y avaient pas accès. Et de ce point de vue-là, j'ai une petite anecdote. On avait fait une exposition d'esquisses cartographiques à la main au cours d'un petit symposium sur les migrations. On était invité par le maire d'une petite ville près de Roanne. Et ce maire est venu me voir, on avait une exposition, il y avait une quarantaine de cartes explosées en grand, c'était toutes des cartes crayonnées comme ça, de manière un petit peu floue. Et il me dit, vous savez, moi, j'ai arrêté les études, il avait 65, 70 ans, j'ai arrêté les études au certificat d'études, c'est-à-dire niveau 5e. Moi, je n'ai pas été aux écoles, j'ai travaillé comme métallurgiste toute ma vie. Et quand je vois vos cartes, ça m'a ému parce que j'ai pensé que c'était pour moi. Tout à coup, je comprenais. On me proposait des graphiques, des colonnes, des millions, des milliards, des trucs, et puis c'était très compliqué tout d'un coup. Dans cette science, dans cette complexité, pour lui émergeaient des images simples, et surtout qui faisaient résolument appel aux moyens de l'art, puisque c'était du pastel gras, du crayon, donc on a aussi beaucoup travaillé sur le type de papier, sur le matériau, tout ça a été très, très, très bien organisé, et il a tout à fait capté ça, et il s'est dit c'est pour moi. Moi, j'ai arrêté mes études et voilà un outillage géographique, cartographique qui est fait pour moi, que je comprends. Et ça m'a beaucoup intéressé et du coup, c'était vraiment le début de la cartographie par esquisse qu'on publiait dans le journal ou pour lesquelles on faisait des expositions, cette fameuse exposition qu'on a appelée Cartes en colère. Eh bien, on a réédité ces espaces, enfin ces expositions dans des lieux voilà, qui sont d'anciennes villes ouvrières ou dans le nord ou dans des villes autour de Clermont-Ferrand qui sont des villes qui ont été très touchées par la crise. Et qui rencontrent vraiment des problèmes sociaux importants et où ce type de cartographie rencontre un vrai succès, simplement parce que les gens qui avaient peur d'une production complexe qu'ils ne comprenaient pas, tout à coup ont tout un outillage cartographique qu'ils ont vu une fois dans leur vie, parce qu'ils ont quand même été à l'école, et qu'ils peuvent donc pénétrer, vers lequel ils peuvent venir avec moins d'appréhension que d'ouvrir un journal et de voir ces cartes avec ces graphiques de la bourse, avec des terminologies qu'ils ne comprennent pas. Donc résolument oui, je pense qu'il y a une interaction très profonde entre l'art et la cartographie, et j'espère le développer plus et le montrer, le prouver, le montrer plus dans le futur. Mais là, on n'a encore rien vu, le temps passe, mais j'aimerais aussi vous présenter très concrètement ce que ça veut dire, ce que ces cartes veulent dire, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui ont été produites depuis. Oui. Est-ce que vous voulez vulgariser vos cartes pour qu'il y ait un message assez universel pour que ça touche le plus de population possible? Alors, oui, alors, le problème c'est que la question posée comme ça, si j'avais cette intention-là, elle est un peu, alors je ne sais pas contre vous, mais elle est un peu pas arrogante, mais c'est un petit peu... disons, on va dire c'est un petit peu ambitieux quand même de faire ça comme ça, de se dire un message universel. Je vais recadrer un petit peu. C'est intéressant ce que vous dites parce que ça permet de dire une chose. Ça permet de dire que derrière la production d'une carte, il y a toujours une intention. On ne fait pas une carte parce que c'est beau, enfin si, éventuellement on peut faire une carte parce que c'est une belle illustration, c'est un paysage, et puis combien de rédacteurs en chef demandaient à leurs illustrateurs de dire tiens, tu peux pas me faire une petite carte parce que j'ai un trou à boucher là à cet endroit, et puis j'ai rien à mettre, il n'y a pas de texte.
Donc soit on met une pub, soit on met une carte. Et donc la cartographie avait cette espèce de statut comme ça de bouche-trou, beaucoup dans la presse avant. Et on a très très peu pensé à la carte vraiment comme un objet d'information qui pouvait amener une information, qui pouvait livrer au public un message. Alors, une fois qu'on dit ça, quel message? Oui, bien sûr, on a des valeurs éthiques, des valeurs de société. Et je vais parler pour moi, en tout cas, ma cartographie, elle me permet de dénoncer des situations que personnellement, je trouve, d'un point de vue social, totalement inacceptables. Sur le refus du migrant, sur le refus de l'autre, sur la spéculation, sur l'omniprésence et le développement de la surveillance, du contrôle. Hein, vous avez tous lu les journaux, regardé la télévision, vous voyez le développement des caméras vidéo, l'affaire Snowden avec le programme PRISM aux États-Unis, mais avant lui, tout ce que Wikileaks a pu publier sur son site, etc. Eh bien, c'est des mouvements contre lesquels on décide de se battre par l'information, en essayant de trouver des moyens artistiques forts, qui vont permettre d'essayer de mettre peut-être modestement un pare-feu, un contre-feu contre des situations que nous estimons totalement obscènes et totalement inacceptables. Donc de ce point de vue-là, oui, et je pense que déjà la cartographie bien pensée, bonjour, la cartographie bien pensée est déjà un moyen assez efficace de diffuser, en plus de la connaissance et du savoir, des valeurs. Je fais une différence entre les deux. Maintenant, en utilisant les moyens de l'art, en se projetant, en essayant de faire une fusion entre la discipline artistique et la discipline cartographique, et de faire, pourquoi pas, des installations artistiques avec des cartes, de faire la différence, c'est-à-dire d'être encore plus présent et d'être encore plus percutant et plus frappant que si on était publié simplement dans un journal qu'on ouvre et qu'on referme. Une carte, par exemple, des grandes cartes esquisses présentées au musée de Vienne et qui restent au musée de Vienne dans la collection permanente, elles vont avoir un impact extraordinaire parce qu'elles vont permettre déjà d'atteindre un public totalement universel et beaucoup de gens qui n'auraient jamais été en contact avec cette carte particulièrement parce qu'ils ne lisent pas le journal ou parce qu'ils ne sont pas forcément intéressés par cette discipline-là. Et puis une certaine permanence. Et puis surtout, autre chose, l'art, ça permet de dire beaucoup plus de choses, ça libère aussi la parole, c'est-à-dire on accepte des artistes des situations beaucoup plus provocantes que si c'était dans des journaux établis. Travailler pour le monde diplomatique, on n'écrit pas ce qu'on veut dans le monde diplomatique, on ne fait pas ce qu'on veut dans ce journal. On est aussi censuré par la rédaction en chef. On utilise parfois une terminologie un petit peu crue, un petit peu brutale, et bien cette terminologie, elle est adoucie. Après, on réécrit les cartes, on change la terminologie, parce que le monde diplomatique est un journal établi et qu'il faut essayer d'avoir un langage qui ne soit pas un langage qui s'éloigne trop de ce qui est la moyenne. L'art s'affranchit, en tout cas les artistes et la discipline artistique s'affranchit de ça, ce qui permet d'aller beaucoup plus loin. Et c'est ce qui est intéressant dans ce mouvement de la cartographie radicale ou critique. Donc je vous invite tous à vous jeter sur Google et d'essayer de voir un petit peu ce qui se fait dans ce domaine. Ceux qui sont intéressés, venez me voir, à la fin je vous indiquerai des liens. Et vous allez voir que cette discipline cartographique a permis de... Voilà, on l'appelle aussi cartographie émancipatrice, et bien, elle porte bien son nom. Elle a permis à beaucoup de gens qui voulaient utiliser la carte comme un médium pour communiquer des idées, des valeurs, de s'affranchir totalement des règles et des limites. C'est une cartographie très libre, et de porter les messages de manière beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte que ce que j'appelle moi la cartographie traditionnelle orthodoxe. Donc oui. Au bout du compte, oui. Oui. Que pensent les autres cartographes de votre travail? Je ne sais pas. Je vois dans la salle 2 personnes qui pourraient, qui sont géographes, professeurs, vous 3, 4 personnes qui sont géographes et professeurs de géographie pourraient aussi répondre à cette question. Ce que je peux dire, c'est que j'ai évoqué tout à l'heure une guerre un peu fratricide entre une géographie ou une cartographie très orthodoxe qui estime que la cartographie c'est la parfaite représentation de la réalité sur une feuille de papier et pas du tout une interprétation, il faut qu'elle soit très très fidèle, donc pas de place à l'interprétation, pas de place à la culture, ce qu'on voit on le met sur la carte et puis la carte doit être une représentation de cette réalité. C'est ça. Ces cartographes-là, ils sont naturellement très
très en conflit avec le type de travail que je peux faire. Mais moi, je fais partie d'un mouvement. Je ne suis pas tout seul dans ce mouvement-là. Mais en tout cas, ils ont dénoncé très vivement mes approches géographiques, les concepts géographiques que je manipule. Par exemple, ce fameux travail sur la carte des morts en Europe, hein, voilà, cette frontière Schengen qui est a priori la frontière de la liberté, mais qui est en fait la frontière la plus dangereuse du monde, puisque il y a des gens qui essayent de la traverser, et en 20 ans, elle a quand même tué plus de 20 000 personnes. C'est-à-dire infiniment fois plus que la frontière entre la Corée du Nord ou la Corée du Sud, qui est réputée être la frontière épouvantable avec plein de soldats, la guerre nucléaire, etc. Là aussi, on a une vision très apocalyptique de certaines frontières, comme celle du Pakistan entre le Pakistan et l'Inde, comme celle entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, qui sont des frontières en guerre. Il n'y a pas de traité de paix encore, mais qui génèrent 2000 fois moins de morts que n'a généré la frontière entre le Mexique et les États-Unis, qui sont pourtant deux pays amis et en paix, ou la frontière Schengen, qui représente la frontière entre voilà, des pays de gouvernance parfaite, soi-disant, avec un autre environnement qui est autour. Je voulais savoir quels sont les conseils que vous pourriez nous donner sur une carte de bac, surtout les erreurs à ne pas faire, quoi. Ça dépend. Alors, ça dépend très vivement. Oui, juste une chose sur les autres cartographes. Je pense que, avant de répondre à votre question, parce que ça, c'est encore un autre aspect, il faut regarder l'heure aussi, ça va passer, c'est un autre aspect qui est intéressant. Là, ici, je vois, il y a un certain nombre de professeurs de géographie ou de géographes, éventuellement de gens qui ont une sensibilité à la cartographie, qui peuvent aussi donner leur avis sur cette question, que pensez-vous de cette approche. Mon approche, elle est résolument nouvelle et elle tranche résolument avec une production classique qui est celle de vos manuels scolaires. Il y a 25 ans, quand j'ai commencé ma carrière, dans les années 85-86, j'ai produit pour des éditeurs scolaires énormément de ces cartes qui vous nourrissent aujourd'hui, soit en histoire, soit en géographie. Donc je vois très bien les avantages, les inconvénients, le problème qu'elles posent, le fait qu'elles sont quand même utiles, mais qu'elles sont totalement critiquables par certains aspects. Et il se trouve que depuis une quinzaine d'années, j'ai résolument changé mon fusil d'épaule pour m'orienter vers autre chose. Donc, si vous avez envie de dire quelque chose sur ce point de vue-là, et puis après, on passera à ta question. Enfin, moi, pour ma part, je suis tenté un peu de garder le silence là-dessus, parce que la parole du prof, enfin pour eux, elle est un peu particulière. On est tellement un petit peu dans notre souci de l'épreuve, tellement un peu dans une angoisse pour eux. Hein. On leur transmet effectivement beaucoup de contraintes. Et c'est pour ça que je disais au tout départ que vous alliez peut-être les rassurer. Je vais essayer. Voilà. Non, mais je vais les rassurer de toute façon. Oui. Si je peux, je suis Daniel Lecuzet. Enchanté. Moi, il y a une chose que je trouve extraordinaire dans ce que fait Philippe, c'est déjà tout simplement son utilisation du crayon et donc ce que vous avez à faire, ce que vous faites, ce que vous avez à faire, c'est à la main. Et c'est pas avec un ordinateur. Donc là, il y a un point dont vous pouvez vous servir pour une qualité graphique tout à fait importante. Ensuite, l'épreuve de bac, c'est un foutu problème parce que, bien évidemment, vous avez à la préparer, non pas pour ce qu'est la géographie et ce qu'est la cartographie, mais pour ce qu'attend un correcteur. Et ça, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des positions qui sont parfois différentes. Par contre, là où je trouve que c'est très bien, c'est que plutôt que vous demandez 6 pages de dissertation, de temps en temps sur un sujet, je pense par exemple à la frontière États-Unis-Mexique, si vous faites un chouette de schéma, vous pouvez montrer que vous comprenez les enjeux et les problèmes et le faire de façon visuelle et simple. Et je sais que certains d'entre vous doivent dessiner des BD ou des choses comme ça, et que cette qualité-là, on peut la faire apparaître. Ce n'est pas forcément ce que les inspecteurs ont voulu quand ils ont mis cette épreuve, mais c'est quelque chose que vous pouvez, dont vous pouvez montrer, disons, votre métier là-dessus. Et ça, c'est très, très important. Est-ce qu'il y a un autre professeur qui voudrait intervenir éventuellement ? Non, mais moi je suis un peu dans la même attitude que M. Fichet, c'est-à-dire qu'on attend surtout un formatage pour qu'ils aient des points au baccalauréat, c'est-à-dire la sensibilité artistique, c'est très bien qu'ils aient droit à cette découverte, mais après pour le bac il y a des codes, des conventions, on ne peut pas s'en affranchir, je pense, en terminale. Donc, si vous permettez, c'est plus que de l'esthétique. Hein. Pardon ? C'est plus que de l'esthétique, c'est un langage, et que c'est important qu'ils l'utilisent et qu'ils le maîtrisent.
de rationalité, de gradation dans les couleurs. Enfin, il y a des... Voilà, on doit quelque part les formater à ça. Donc, voilà. Peut-être, enfin, pour être dans une réponse un peu concrète quand même, sur des attentes, je pense quand même que dans cette contrainte des correcteurs du baccalauréat, parce que ce que disait Daniel Le Touzet et Justin, c'est-à-dire qu'il y a des attendus de correction. Je pense que dans la production, il y a quand même cette règle des surfaces, des aplats, les lignes et puis les points. Donc, je pense que ça, c'est en termes d'éléments de correction, un attendu quand même assez largement partagé par tous les correcteurs, et donc une règle que, effectivement, en termes d'exigence pour vous, pour le croquis de fin d'année, on se doit de respecter. Oui, donc, alors, c'est effectivement peut-être à moi de dire les choses enfin, de m'écarter un petit peu de ce qui est de l'institution. Effectivement, vous avez un problème. Et moi, je suis assez gêné parce que, travaillant avec des éditeurs scolaires qui me consultent pour avoir des conseils, ou avec des profs qui sont aussi parfois un petit peu démunis pour traiter certaines parties du programme, en particulier le programme de terminale, représenter le monde par les cartes, c'est une approche qui est difficile pour des géographes et des historiens. C'est effectivement aussi, on est dans cette situation paradoxale où il y a des attendus d'une cartographie et d'une représentation du monde classique, traditionnelle, celle qui ne fait pas peur, celle que vous connaissez, mais qui est aujourd'hui en évolution très rapide. Et là, c'est mon problème. C'est-à-dire que la vision nord-sud, le village-monde, cette espèce de cercle que vous voyez là, qui passe par le Japon, l'Europe, les États-Unis, et qu'on voit dans tous les manuels scolaires, ce cercle-là, qui parfois inclut un petit peu la Chine, un petit peu l'Inde, mais pas trop quand même, elle est quand même gênante aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que ce modèle soit valide. Je pense que ce modèle, il est en voie, si ce n'est d'être un petit peu invalidé et un peu anachronique. Le problème, c'est que dans vos manuels, vous avez cette image-là. Et le problème, c'est que si vous proposez un autre modèle, le correcteur qui aura votre copie, je ne suis pas sûr qu'il en tiendra compte. Donc, je ne vais pas vous demander de prendre des risques et de vous dire, moi, je pense que ce modèle n'est plus grave, et je pense que ce qui serait intéressant aujourd'hui, plutôt que de dire, eh bien, il y a ce village-monde avec une circulation extraordinaire au nord entre l'Europe, les États-Unis, etc., ce serait de faire autre chose, ce serait de montrer les liens émergents sud-sud, par exemple, qui sont infiniment plus, même si en volume, aujourd'hui, ils sont encore inférieurs à ce qui se passe dans le nord et dans les pays dits industrialisés. Mais le mouvement va très très vite et on se rapproche d'autre chose, d'une organisation du monde avec les émergents, les gros émergents et les petits émergents. On se rapproche d'un modèle qui est tout à fait différent. Alors, je ne vais pas discuter sur ça et je ne vous demande pas de prendre des risques, mais les modèles nord-sud sur lesquels on vous demande d'intervenir, et je ne pense pas qu'ils soient valables maintenant, je ne suis pas très familier avec l'épreuve même du croquis, et je ne sais pas à quelle échelle on va vous demander de faire quelque chose. Est-ce que on va vous demander une vision mondiale, par exemple, on va vous dire donnez votre vision du commerce mondial, par exemple, ou des transports dans le monde, ou est-ce que on va vous donner un fonds de la Russie et un fonds des États-Unis, on va vous dire l'agriculture aux États-Unis c'est quoi, l'agriculture en Russie c'est quoi, ou l'agriculture en Chine c'est quoi. Mais là vous avez aussi un problème, parce que c'est très bien de faire une carte sur l'agriculture en Chine, mais le problème, c'est que l'agriculture en Chine, elle est totalement mondialisée. D'abord, les Chinois achètent des paquets de terres un peu partout en Afrique, en Australie, en Amérique du Sud, que les cochons chinois sont principalement nourris par du soja brésilien qui est responsable de la déforestation. Et là, on est en plein dans la représentation systémique, c'est-à-dire que ça me semble aujourd'hui totalement incertain et dangereux de faire une carte de l'agriculture chinoise qui ne représenterait que la Chine et la qualité des terres en Chine. Et cette typologie, elle ferait l'impasse sur des développements actuels qui sont fondamentaux pour comprendre, qui sont globalisés, qui sont mondialisés et qui sont fondamentaux pour comprendre ce que sont les tenants et les aboutissants chinois. C'est très complexe. Alors, cela dit, vous faites des cartes, j'en fais, et là on va se rejoindre parce que on va pas vous demander de les faire par ordinateur, on va vous demander de les faire avec des crayons. Donc
on peut reprendre un petit peu les fondamentaux. J'avais préparé quelque chose pour vous, donc ça sera un petit peu dans le désordre. Si je peux me permettre, sur ce que vous venez de dire tout à l'heure, il y a les deux éléments, parce que et ce ne sera pas l'agriculture, on a encombré pendant 20 ans les sujets de bac avec l'agriculture aux États-Unis. Maintenant, c'est plus l'organisation du territoire, ce qui est quelque chose de plus global. Donc c'est un petit peu différent. Ensuite, vous voyez bien que si vous prenez les espaces productifs en première, vous pouvez éventuellement rappeler quand même que Bruxelles, ça existe pour les revenus des paysans. Et dans ce cas-là, dans la carte, c'est possible à faire, de même que c'est possible à faire dans la légende. Donc on peut, à partir d'une base nationale, arriver à montrer qu'il se passe autre chose. Alors, si c'est effectivement, c'est mieux de penser la carte en se disant, essayons de donner une image de l'organisation du territoire américain, mais là encore, comment comprendre l'organisation du territoire américain en faisant l'impasse sur leur politique du Proche-Orient ou du Grand Proche-Orient ou de ce qu'ils font au Proche-Orient ou de ce qu'ils ne font pas aujourd'hui. La légende peut aider dans ce cas-là. Alors, la légende pourrait aider, mais on aurait aussi besoin d'avoir une extraction, je dirais. C'est-à-dire presque la représentation du territoire américain, ben, ils sont partout, les Américains, l'Amérique est partout. Donc, à la limite, l'organisation de l'espace américain, c'est une... ce serait une carte, de mon point de vue, ce serait une carte mondiale, mais encore une fois, je ne sais pas si le correcteur du bac qui aura votre copie, il est dans cette dimension, mais il faudrait montrer les flottes américaines, etc. Bon, ça, je voulais en parler cet après-midi, plus avec les enseignants. C'est un vrai problème, j'en discute avec des inspecteurs, avec des IR, avec des inspecteurs pédagogiques, avec des gens du ministère, ceux qui font les programmes, qui sont aussi ils sont bloqués, ils sont aussi, c'est ceux qui font les programmes et qui décident, et qui comprennent très bien qu'il y a une réforme à faire sur les sujets, sur la manière dont ces sujets sont abordés. Est-ce qu'il est toujours utile de parler des acteurs, de la compétitivité européenne? Est-ce que tout ça est important, ou est-ce qu'il n'y a pas une autre manière, ou compétitivité chinoise, de la croissance? En gros, est-ce que la géographie économique, politique qu'on enseigne en première et en terminale, est-ce qu'elle ne fait pas le lit, alors je vais oser le dire, j'ose le dire, d'une idéologie qui est une idéologie dominante chez nous? Je ne dis que ça, vous pensez au reste. Mais voilà, on va aussi parler de géographie ou de cartographie alternative. Le libéralisme, ça n'est pas qu'une seule voie fatale et obligatoire avec aucune autre option. Et le pendant du libéralisme, ça n'est pas l'Union soviétique et le goulag, contrairement à ce qu'on veut bien essayer de vous faire croire. Il y a des modèles alternatifs qui se développent, et en particulier, on est en train de réfléchir et de penser aussi à des modèles de développement économique pour des continents comme l'Afrique ou comme l'Asie, qui ne sont pas nécessairement de rentrer dans un ultralibéralisme sauvage ou de revenir à une économie totalement planifiée de type soviétique. Il y a des alternatives qui sont aussi pensées maintenant par des intellectuels africains ou des géographes africains, et qui seraient certainement plus adaptés à au paysage qu'offre l'Afrique aujourd'hui. Alors pour revenir... Là, je vous ai mis donc cette esquisse. Pour revenir à votre question, peut-être on peut rester sur des conseils qui sont des conseils techniques, puisque je suis là, je vais aussi en profiter. Donc, la première chose, si vous avez un sujet, donnez-moi des sujets possibles. Qu'est-ce qu'il y a comme sujet possible? Sur quoi ils peuvent tomber? Voilà. Ce qui est assez intéressant, je le dis, enfin, on vous en parlera aussi sur les cours, mais que vient de tomber la décision de limiter le nombre de croquis. Et donc pour vous, 7 croquis possibles qui sont identifiés. Donc il y a l'organisation du territoire des États-Unis, par exemple, qui reste un des croquis possibles au bac. Donc on peut avoir une échelle nationale. L'échelle mondiale, c'est par exemple pôle et flux, si je ne dis pas de bêtises sur la formulation exacte, pôle et flux de la mondialisation. Donc on a limité, voilà, c'est ça, on a limité ce nombre de sujets. Ça révèle aussi un petit peu le malaise, à mon sens, sur l'épreuve et sur un peu ce flou artistique qui peut un peu régner. Donc voilà, quelques exemples possibles. C'est le Brésil aussi, organisation, les dynamiques territoriales du Brésil qui demeurent. Par contre, le Sahara disparaît, les espaces maritimes restent. Il y a la ville de Mumbai. Mumbai reste. Par contre, les schémas, donc les productions véritablement manuelles, à partir d'une page blanche, les schémas disparaissent. D'accord. Alors,
Moi, je vais vous dire comment je fais. En fait, je vais vous donner un mode opératoire, un modus operandi. On va essayer de voir les étapes par lesquelles vous allez passer, et puis essayer de retenir et essayer de mettre en œuvre ça tout de suite après, avec des sujets sur lesquels vous êtes un peu familier. Alors, la première chose, c'est ce que j'appelle l'intention cartographique. Vous avez travaillé sur un programme, vous avez lu, et j'espère que vous avez été aussi sur Internet, rechercher des informations complémentaires sur les sujets sur lesquels que vous êtes tenu d'apprendre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez une connaissance des sujets, du sujet. Et cette connaissance, il va falloir la mettre en œuvre, il va falloir l'organiser, la synthétiser, la hiérarchiser, hein, quelle que soit cette connaissance. Et donc, si vous allez avoir une carte, vous avez une idée un petit peu de ce que vous allez montrer, essayez d'avoir une intention. Alors, ça rejoint un peu la question sur l'idée préconçue, hein, dont on parlait tout à l'heure. Moi, je dis qu'il ne faut pas avoir d'idée préconçue, mais ça, on est dans l'optique de la recherche, c'est-à-dire pas quand on fait un croquis du bac, mais quand on a le temps de rechercher et de décider d'un résultat, d'observer ce qu'est le résultat et de dire, voilà, c'est le résultat, ce n'était pas mon idée première, mais c'est ça que je cartographie. Là, on est dans un processus qui est différent. Donc, essayez d'avoir une intention, essayez de comprendre ce que vous voulez cartographier. Et comme vous faites une composition, ou vous écrivez un texte, vous avez des idées. Ces idées, elles restent dans l'arrière de votre cerveau et vous allez faire votre plan et faire votre brouillon en essayant de poser vos idées les unes vers les autres. Pour la cartographie, c'est pareil. C'est une étape qu'on oublie souvent. Rappelez-vous d'une chose qui est très importante. De quoi est composée une carte? Ça, c'est la deuxième chose. La carte, je l'ai dit, ce sont des surfaces avec des points qui sont reliés par des lignes. Si vous gardez en tête cette structure fondamentale de la carte, 3 plus 1, la légende, le titre, l'échelle et éventuellement une ou deux lignes d'explication, c'est ce qui compose la carte. La carte, c'est une composition de tout ça. Et si vous retenez, si vous gardez bien en tête cette structure de 3 plus 1, vous avez déjà fait 50% du travail. C'est-à-dire que vous allez savoir, dans les éléments que vous voulez représenter, ce qui seront des surfaces, ce qui seront les éléments qui seront représentés par des symboles ponctuels et ceux qui sont représentés par des symboles linéaires. Vous allez faire le ménage. La troisième chose, c'est la légende. La légende, alors, le principe, c'est que tout ce que vous avez sur la carte doit se retrouver en légende. Quand vous aurez terminé votre carte, il faudra faire ce qu'on appelle une checklist, c'est-à-dire regarder tous vos éléments de légende, tout ce que vous avez sur la carte, être sûr que tout ce que vous avez sur la carte est légendé, sans jargon, d'une manière simple, avec une terminologie simple, que vous allez choisir. Cette terminologie n'est jamais neutre, mais je pense que dans cette épreuve, vous ne prenez pas beaucoup de risques. La quatrième chose, c'est la sémiologie graphique. C'est le choix, d'une part, de la forme de vos symboles et des couleurs. Alors, il se trouve que, je n'avais pas prévu de vous le montrer, mais ici, j'ai mon ordinateur de rechange. Voilà. Vous allez avoir des crayons de couleur, prenez bien vos crayons, vous êtes tenu d'avoir des crayons de couleur, il y a un beau tas de crayons, prenez des crayons gras. Moi, je me balade toujours, toujours avec crayons de couleur. Je ne me déplace jamais sans avoir ça, parce que si jamais j'ai une idée, j'aime bien avoir toute ma palette de crayons de couleur, et ce n'est que un tout petit échantillon de ce que j'ai à la maison, évidemment. Je ne vais pas me balader avec mes pastels gras ni avec ma gouache, mais j'ai ça aussi. Mais de façon à ce que vous ayez l'éventail, que vous ayez le choix. La couleur est extrêmement importante. Soit parce que c'est une variation du clair au foncé, soit parce que vous allez... Ah, pardon. Soit parce que vous allez avoir besoin de faire une grosse différence, d'utiliser un bleu, un rouge, un vert, un rouge, un jaune, un vert, etc. Soit vous allez avoir besoin de représenter un phénomène en gradation, avec, je sais pas, une très faible population, ce sera une couleur claire, avec une très forte population, ce sera une couleur... Alors, je ne sais pas si on vous donne des éléments de cartographie aussi, mais retenez, ce sera mon quatrième point, je crois, ou cinquième, je ne sais plus, quatrième, il y a au moins une règle, alors on ne va pas refaire un cours de cartographie, mais il y a au moins une règle absolument fondamentale en cartographie. Je m'interromps une seconde parce que j'ai oublié de brancher l'ordinateur et je m'aperçois que l'ordinateur va mourir bientôt. J'en profite d'ailleurs parce qu'il est évident que le jaune que vous avez là ne pose pas de problème. Chez vous, il en pose massivement.
Si vous aviez un Bordas, pas Bordas, un Magnard, vous avez toutes les nuances de jaune et à l'imprimerie, il n'y a pas de problème chez un éditeur pour que ça marche. Avec le vôtre, vous avez tendance à ce qu'il soit trop lumineux, presque du fluo de temps en temps. Donc faites attention quand vous utilisez le jaune. Et puis si vous appuyez ou si vous appuyez moins, ça fait un résultat tout à fait différent. Et l'autre point, combien de fois on voit des cartes, jadis il y avait des cartes sur l'agriculture en France, et donc ce qu'on voyait c'était les forêts. Or je suis désolé, moi ce que je voulais voir c'était la Beauce, c'était pas les forêts. Non, ce qui veut dire que dans ce cas-là, si vous prenez un vert foncé pour les forêts, mettez-le un petit peu moins fort, que ça se voit pas autant. Alors, j'en étais au point 4, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Qui fait appel à la sémiologie. Donc, si vous avez à représenter, par exemple, des volumes bruts, par exemple un PNB brut par pays, ou une population par pays, cette donnée, classiquement en cartographie traditionnelle, elle se représente par des symboles proportionnels, ponctuels et proportionnels. Des ronds proportionnels. Si j'étais très pédagogique, je vous les montrerai en exemple, évidemment. Pour que vous voyez un peu à quoi je suis. Il y a un classique sur les Noirs aux États-Unis. Si vous regardez votre atlas, ce sera probablement les Noirs qui sont dans le sud. Alors que si vous prenez les effectifs, ils sont dans les grandes villes, ils sont à New York, ils sont à Chicago. Et dans ce cas-là, la carte est fausse. Absolument. Voilà. Le nombre de réfugiés par région, ils sont plus le cercle est grand, plus il est... Et tout ce qui est... toutes ces données que vous avez, qui sont des données comparées, on va vous donner un PNB par nombre d'habitants dans un pays, ou des pourcentages, ou une mortalité infantile, il y a 200 enfants meurent pour 1000 enfants qui naissent. Ces données sont des données abstraites, a priori, que vous ne pouvez pas localiser dans l'espace. Et on vous dit, pour le Burkina Faso, c'est 200 enfants qui meurent pour 1000 enfants qui naissent. Traditionnellement, elle se représente par le coloriage du pays, c'est-à-dire par une surface. Voilà. Je m'arrête là, on ne refait pas le cours de cartographie, mais faire appel à la sémiologie, c'est aussi avoir en tête l'idée de quelques données très très fondamentales sur les techniques cartographiques. On va pas plus loin dans la sémiologie, mais sachez que tous les éléments, toutes les couleurs que vous allez utiliser, c'est important qu'elles aient une logique entre elles, de garder une logique dans l'ensemble des couleurs. Si vous mettez le gaz et le pétrole, peut-être que vous aurez un jeu de couleurs avec les champs de pétrole qui sont dans cette couleur-là, et puis les traits qui seront aussi de la même couleur, qui représenteront les pipelines. Je pense qu'un gazoduc devrait normalement être de la même couleur que le champ de gaz que vous allez représenter. Enfin, théoriquement, parce que là, je vais vous présenter un exemple qui montre exactement le contraire, donc, mais pour les besoins de la cause. La cinquième chose, c'est la simplicité, la lisibilité. Il faut penser à la lisibilité, c'est-à-dire, mettez-vous dans la peau de votre correcteur qui doit détecter, qui doit comprendre le document que vous allez faire tout de suite, que vous allez lui présenter immédiatement. Donc j'ai parlé de la terminologie, du soin que vous devez apporter à typer les éléments qui sont dans votre carte. Et la toponymie, en tout cas le texte que vous allez y mettre, c'est la légende et c'est ce qu'il y a dans la carte. Donc essayez aussi de qualifier les régions, de qualifier les régions ou les villes, mais aussi de qualifier les éléments que vous avez dans la carte. Je vous présente celle-ci. On peut en faire une brève analyse avec les trois éléments, ponctuels, surfaciques et linéaires. Alors, on a trois couleurs. L'idée de la simplicité, je ne pense pas que votre correcteur, il attend de vous que vous fassiez une carte de synthèse extrêmement complexe. Je pense que vous pouvez là prendre le risque, au contraire, de synthétiser, de hiérarchiser, de simplifier l'information pour qu'elle soit plus accessible. Il y a un grand sémiologue cartographe qui répond au nom de Jacques Bertin, il est mort il y a 1 ou 2 ans, qui a très bien identifié les deux types de cartes avec lesquelles il a travaillé dans sa vie, qui étaient les cartes à lire et les cartes à voir. Et il disait, pour moi, une carte n'est pas une carte si on passe plus de 3 secondes à essayer de comprendre ce qu'elle veut dire. Et là, il les a classées dans cette catégorie des cartes à voir.
des cartes à lire, pardon, qui auraient très bien pu être remplacées par un texte ou un tableau. Par contre, les cartes à voir, c'était celles qui immédiatement vous donnaient le message, et peut-être on peut essayer de tendre vers ça. Donc 3 pays, avec ici des définitions très simples. Voilà, Union européenne, on sait tout ce que c'est. Pays de transit, et en rouge, pays producteur de gaz et zone de production. Parce que, alors c'est aussi une petite subtilité, si on met pays et qu'on parfois on ne cartographie que des zones, ça ne va pas, parce qu'une zone n'est pas un pays, donc on peut essayer de tendre à cette précision, de dire pays et régions, ou pays et États, etc. Mais ce n'est encore pas une obligation. Donc voilà pour ce qui est de la surface. Ici, quel est l'objectif de la carte? L'objectif de la carte, elle est de montrer la grande concurrence future entre cet immense champ de gaz ici, qu'on a trouvé au Qatar, qui est en phase d'exploitation, et les immenses champs de gaz russes en haut, c'est 13 à 15% des réserves mondiales aujourd'hui. Ici, on ne le savait pas, mais c'est à peu près authentique, et il y a en train de se préparer, en tout cas pour l'Europe, qui sera le gros consommateur futur, une concurrence immense pour la distribution ou pour la vente de ce gaz, en tout cas en Europe. Alors là, il manque une partie, il manque l'Asie, parce que les Chinois, ils en veulent aussi, évidemment. Mais en tout cas, là, ici, c'était de montrer quels étaient les projets concurrents. Donc, grosse concurrence. Ce que la carte ne montre pas, c'est que la Russie et le Qatar sont en train de discuter entre eux pour faire des accords qui va mener à un monopole, peut-être, mais peut-être pas. Là, on est dans l'incertitude, mais en tout cas, on va montrer qu'il y a une dualité. Avec ici un petit acteur, vous voyez, on a le fameux champ de gaz, ici. Les zones de production, elles sont représentées ici. Un petit acteur qui est le Turkménistan, avec des réserves beaucoup moins importantes. Donc, une fois qu'on a exploité ce gaz, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut le transporter. Alors, pour le transporter, eh bien, il y a des projets qui sont des projets concurrents, qui sont ici représentés en bleu et en rouge. Alors, bleu, c'est ce fameux projet de l'Union européenne qu'on appelle Nabucco, projet soutenu par l'Union européenne, et ici, projet soutenu par la Russie, qui sont en gros ces 2 gros gazoducs, Nord Stream et South Stream, et qui sont là, du coup, en totale concurrence. Comme les Russes ont de l'avance, beaucoup d'avance, et qu'ils ont déjà commencé à construire et commencé même à signer des accords avec les Européens, Nabucco, qui était un projet politique destiné à contourner, la Russie pour aller chercher du gaz ici au Turkménistan, mais c'est un projet qui est né il y a 10 ans. Aujourd'hui, ce projet est totalement dans le coma, mort-né. Il n'aura probablement jamais lieu, enfin en tout cas on n'ira pas exploiter du gaz ici, simplement parce que les Turkmènes viennent de faire un accord avec les Chinois et les Russes qui ont racheté l'essentiel de la production future. Donc l'idée des Européens, c'est de se dire, tant pis, puisqu'on ne peut pas aller chercher du gaz ici, on va attendre que l'Irak soit pacifié, que les relations avec l'Iran s'améliorent, et on a 2 options pour aller chercher le gaz au Qatar et de le ramener par un gros gazoduc qui irait du Qatar jusqu'en Europe. Et ça va de pair ici avec toute une installation, vous savez qu'on liquéfie le gaz, c'est beaucoup moins cher. Ils avaient prévu de le liquéfier pour le ramener à travers la mer de l'océan Indien ici, la mer Rouge et le golfe de Suez, mais avec des problèmes de sécurité tels que c'est un projet qui a été abandonné et auquel on va donner certainement la priorité à une exportation physique. Donc voilà un graphique, une carte assez simple, un croquis assez simple, qui va donner l'information principale. Ici, alors on peut la qualifier de manière un petit... Là, elle est très sommaire, mais on pourrait la qualifier mieux. Les 2 grands gisements qui seront l'enjeu du futur. Ici, un tout petit acteur, le Turkménistan, en tout cas un petit acteur pour l'Europe, parce qu'il n'est plus question maintenant d'avoir du gaz turkmène trop dans l'Union européenne. Et puis, alors naturellement, dans la réalité, il y a beaucoup plus de gazoducs que ça. C'est des spaghettis de gazoducs, il y en a dans tous les sens, mais on n'a pas besoin de tous les représenter. Ce qui est important, c'est de représenter ceux qui sont stratégiques, et pas plus que ça. Donc voilà un exemple de croquis qui pourrait tout à fait être acceptable au terme d'une réflexion, mais bon, j'ai bien conscience aussi que
si vous avez le fond de carte, vous allez être obligé de le faire de tête, c'est-à-dire avec une connaissance mentale. Moi, j'ai de la chance parce que je peux encore me référer à de la documentation, me référer à des sources au moment où je construis ces documents. Question candide, quel titre vous aviez mis de cette carte? Pardon? Quel titre vous aviez mis à la précédente? Ah, bonne question. Il faut que je regarde. Non, c'est pas grave, c'était juste une question. Parce qu'elle n'était pas sur la carte. Le titre n'était pas sur la carte. Non, le titre n'est pas sur la carte, mais on a titré sur la concurrence. Alors c'est vrai, ça me donne l'occasion, et ce sera le dernier point pour le conseil. Une carte, gardez aussi en tête qu'une carte, c'est une composition. On va dire une composition artistique, on peut dire éventuellement, mais la carte est une composition. La carte, vous avez le corps de la carte, ça c'est numéro 1. Cette carte, elle est nécessairement titrée, avec éventuellement un sous-titre. Elle a nécessairement une légende qui reprend l'essentiel de ce qu'il y a dans la carte et qui n'est pas nommé. Elle a une échelle, a priori, si vous la connaissez, et des sources. Ça fait 5, c'est vraiment les 5 éléments très importants. Dans le cas d'un croquis, je ne pense pas que vous ayez la possibilité de mettre les sources. Donc vous pouvez vous passer de cette... voilà, mais je suis obligé de le dire parce que c'est très important qu'une carte soit sourcée. C'est la crédibilité du document, comme quand vous faites une citation, vous la mettez entre guillemets, et a priori vous mettez une note, et vous allez nommer la personne qui est à l'origine de cette citation. En cartographie, il est pour moi absolument fondamental, c'est un élément de crédibilité fondamental, que de systématiquement mettre les sources sous la carte ou à la fin du livre pour lequel vous travaillez, etc. Ici, on avait titré sur la concurrence entre la Russie et le Qatar. La Russie qui s'est pensée le seul acteur, pendant très longtemps, le seul acteur, avant l'arrivée des gaz de schiste et avant la découverte de cet immense gisement au large du Qatar. Et il a suffi de ces deux éléments, du développement des gaz de schiste, qui, bon, peut-être que ce sera un feu de paille, peut-être que ça va retomber, mais en tout cas, de cette découverte pour totalement changer les données de la géostratégie mondiale de l'énergie. J'en profite encore, excusez-moi. Oui, oui. La légende, vous avez en fait 2 écoles chez les... Vous verrez ça au bac blanc. Moi, je sais que je faisais partie des gens qui donnaient des légendes courtes, au mieux une ligne et demie. Et j'avais des collègues qui attendaient au moins 3 lignes sur chaque élément de légende. Ce qui, de mon point de vue, était stupide parce que c'était du bavardage et souvent ça n'apportait rien de plus. Mais j'ai mis sur Internet quelques exemples de ces cartes et c'est vrai qu'il peut y avoir une différence entre les profs là-dessus. Des différences d'attente. Voilà. Énormément, même. C'est un petit peu ce qui est pour eux déstabilisant parce que les discours varient, y compris d'un prof à un autre. Donc c'est vrai que c'est forcément perturbant. Juste une petite remarque à propos de la légende, c'est qu'ils ont, dans le cadre de l'épreuve du bac, l'obligation d'avoir une légende organisée, c'est-à-dire qu'il y a un plan. C'est pas une légende simplement structurée. Là, il y a forcément titre de partie dans la légende. Il y a un magazine qui s'appelle Carto et Cécile Marin, qui est une collègue de Philippe, a fait une double page sur le croquis au bac. Donc vous pouvez le feuilleter probablement chez un libraire et vous verrez que sa légende, personnellement, je l'aurais changé. Mais voilà. Oui, c'est-à-dire, elle a effectivement, on peut se référer à ce document. D'ailleurs, c'est un très bon exemple pour les étudiants. Ce qu'a fait Cécile, c'est qu'elle a repris le matériel en le réorganisant un peu mieux. Mais à mon avis, il y avait à intervenir plus lourdement sur la substance même du document. Le sujet, c'était les inégalités de territoire dans la mondialisation. Voilà. Alors, bon, je vais pas rappeler que même l'idée d'inégalité de territoire dans la mondialisation est une thématique très controversée dans le milieu des géographes. Je suis pas sûr que ce soit une bonne approche. Mais enfin, bon, ces documents existent et il faut savoir que peut-être les correcteurs attendent une représentation spécifique de ça. Moi, personnellement, je ne suis pas pour, mais peut-être il faut quand même le faire. Donc, d'essayer de le faire de manière un peu intelligente. Alors, pour revenir, on va résumer. Je vais faire une dernière remarque et on va résumer. Quand je disais la carte est une composition, c'est que chaque élément de la carte, la légende, le corps de la carte, le titre, ce qu'il y a, la manière dont on qualifie les pays, les États ou les éléments qui sont dans la carte, tout a de l'importance. Et puis surtout, c'est en lien.
comme dans une carte, quand on met un élément, il a un lien direct avec son élément immédiatement voisin, lequel a un lien direct avec son élément voisin, c'est surfacique, ce qui rend d'ailleurs la carte, enfin la discipline cartographique, une discipline très complexe à mettre en place. Puisque vous êtes dans le croquis, et que le croquis, il est symbolique, je ne pense pas que le correcteur va vous demander spécifiquement que vos éléments soient en place. Évidemment, de ne pas mettre Moscou à la place de Vladivostok et vice-versa, c'est la moindre des choses. Mais je ne pense pas que la localisation précise des objets soit un problème. Donc profitez-en. Et ça, je crois que ce serait un plus. Excusez-moi, mais oui. C'est-à-dire que les croquis tels que les fonctions, les organisateurs des épreuves, il y a quand même, par exemple, il y a le fond de Mumbai, le fond de carte de la ville. Mais là, les quartiers, il ne faudra pas les mettre... Oui, mais on parle d'une autre échelle. Là, quand on est à très grande échelle, je pense qu'on n'est pas tout à fait dans la même logique. Oui, oui. Bon, sur la question de ces très grandes échelles, je pense que c'est autre chose. C'est plus difficile. Mais de toute façon, il y a le fond de Mumbai, donc c'est probablement difficile de se tromper. Par contre, si on a un fond de la Russie ou un fond des États-Unis, si on veut exprimer un mouvement qui passe 100 km au-dessus ou en dessous... si on veut exprimer, je ne sais pas moi, un héliotropisme par exemple, c'est à ça que je pense, peu importe où ça passe, pourvu qu'il y ait deux flèches, une vers la Californie, l'autre vers la Floride, peut-être que c'est ça qui est important. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est n'hésitez pas à mettre en œuvre votre sensibilité artistique aussi, travailler les parallélismes de vos traits, de vos flèches. Là, on est vraiment dans la technique. Tout ce qui peut faire le succès, l'esthétique, la beauté même plastique d'un document. Puisqu'on est dans la représentation et que la localisation précise n'a pas vraiment d'importance, travaillez l'épaisseur de vos traits, travaillez le parallélisme de vos traits, essayez de faire en sorte que vous ayez une logique graphique. Voilà, ça serait mon conseil numéro 6. Alors, il y a beaucoup de choses, c'est vraiment l'absolu minimum. À vous de me dire si ces conseils vont vous servir à quelque chose, si ça vous parle, si ça vous dit quelque chose. Vous avez déjà fait des croquis, entraînez-vous, essayez, scannez, je ne sais pas, vous avez peut-être un petit site web sur lequel vous pouvez les poster pour pouvoir être critiqué, pour que vous puissiez faire des progrès, ou entre vous, j'imagine, ou avec vos enseignants. Mais je crois que c'est important, on apprend en conduisant et c'est important d'en faire le plus possible. Et faites-les vite, rapidement, entraînez-vous sur des fonds de cartes. Prenez 20 minutes, une demi-heure avec un thème et essayez de voir, de représenter et de travailler vos parallélismes. Je vous présente cette carte ici qui est un tout petit peu plus complexe naturellement que ce qu'on va vous demander, mais simplement pour vous montrer que aussi dans la carte, et c'est dans l'usage des moyens artistiques de la carte, vous pouvez faire une carte qui soit angulaire ou qui soit plutôt tout en rondeur. Mais vous voyez ici, bon, je ne dis pas que c'est parfait, mais il y a aussi une recherche qui est une recherche purement esthétique par le mouvement. Cet ovale qui représente cet espace de non-droit qui échappe totalement au pouvoir central. La manière dont on a représenté ces espaces ici en rouge, c'est de la symbolisation. Naturellement, la limite ne passe pas spécialement par ici. Des espaces rouges qui représentent des États très affaiblis, où le pouvoir central n'a plus le contrôle sur son territoire, etc., qui sont pour l'essentiel des États en guerre. On ne parle pas du sujet ici, mais plutôt de l'impression que vous pouvez avoir et de la recherche sur la forme, sur le mouvement, sur le sens, qui participent du message que vous voulez. Très curieusement, c'est uniquement une recherche graphique, mais dans l'esthétique même, dans la forme, dans le mouvement. Voilà, cette vague par exemple, avec ici ce petit rappel, là on est vraiment dans la technique artistique, la technique de dessin pur, mais elle a son importance. C'est peut-être un des points les plus originaux que je peux vous transmettre aujourd'hui, c'est de vous dire que pour un lecteur extérieur, et moi je suis un lecteur de cartes et éventuellement un correcteur de cartes, évidemment, puisque j'enseigne à l'université. Et c'est un point qui est très important et qui compte beaucoup quand on reçoit les travaux d'étudiants, quand on a vu que les étudiants ont ont pris soin de la présentation et de l'usage des moyens, des modes artistiques de la sémiologie, c'est-à-dire autant de la forme que de la qualité de l'information et de la manière dont ils l'ont traitée et synthétisée pour la mettre sur la carte. C'est deux choses qui sont différentes, mais qui se rencontrent de manière très fusionnelle.
Remarquez l'intérêt du détourage, c'est-à-dire de la limitation de la zone, même si elle n'est pas précise, ça ne correspond pas forcément à la localisation exacte sur le plan géographique, mais elle donne plus d'impact à la couleur qui est utilisée. Par contre, méfiez-vous des hachures, parce que ici elles sont correctes, mais je vous promets que dans les copies de bac, on a des choses qui sont insupportables, alors que l'ordinateur, bien sûr, les traite, lui, en vrai parallèle. Alors, ça sera mon dernier conseil. Effectivement, là, je me suis permis de le faire, mais on n'est pas dans le cadre d'une copie de bac, mais si vous pouvez éviter la superposition des éléments, c'est très bien, sauf si vous êtes sûr que vous pouvez bien le maîtriser. Les hachures, c'est pratique parce que les hachures, ça permet de superposer des éléments, c'est-à-dire si vous avez deux phénomènes qui vont s'étaler sur le même territoire, ça permet de voir ce qu'il y a au-dessous, mais à ce moment-là, il faut travailler les hachures et essayer de trouver les bons intervalles de façon à ce qu'on continue, ce qu'on puisse voir qui est en dessous. Là encore une fois, c'est un document très complexe qui avait tout à fait une autre destination, mais que je voulais vous proposer justement en illustration de ce travail très très important que vous avez à faire, mais il faut travailler, c'est-à-dire c'est vraiment de l'entraînement. C'est un peu marrant, si on avait eu le temps, on aurait pu même faire un petit atelier pour vous le faire, pour que vous voyez un petit peu où sont les difficultés. Cette cartographie-là, elle se travaille exactement comme on fait des gammes au piano et comme on fait des exercices quand on est musicien sur son propre instrument. Vous avez entendu que les schémas ne vous sont plus demandés. Par contre, franchement, pensez, vous faites un rectangle sur les États-Unis et vous pouvez rapidement dégager la logique que vous voulez mettre sur votre croquis. Et ensuite, vous le transférez sur le fond de carte. Mais vous le faites, et en schéma, ça se fait vite. Ce que fait l'aéroport, n'est-ce pas? Oui. Effectivement. Oui, quand je suis dans les aéroports et que j'ai... Ça, le jour du bac, vous aurez des problèmes. Mais... je cartographie les supermarchés, les aéroports, ma maison, la chambre de mon fils, etc. Parce que c'est intéressant, les logiques de création spatiale, d'organisation des petits territoires à très grande échelle, mais vous allez travailler des grandes échelles, parce que si vous travaillez sur Mumbai, c'est intéressant de voir quelles sont les dynamiques. Alors, juste si on a le temps, une dernière chose, parce qu'on parle de croquis, donc ça peut... quelque chose qui peut vous servir. Donc encore une fois, on est dans une destination plus complexe que le croquis du bac. Ce que je vais vous présenter est une destination complexe, mais ce qui m'intéresse ici, c'est de vous montrer le processus en même temps géographique et en même temps artistique de création de la carte. Comme ça, vous l'aurez vu une fois et ça peut éventuellement vous donner des idées. Et je dis, il est en même temps artistique qu'il est scientifique, quelque part, parce que comme vous le voyez, la carte naît d'une intention, et en tout cas dans ma méthodologie, j'ai toujours une esquisse zéro. Et ce que j'appelle l'esquisse zéro, c'est l'application directe de la carte telle que je l'ai construite dans l'esprit, de ma carte mentale, sur ce qu'on appelle l'image de pensée, ce que les artistes appellent l'image de pensée. Un livre de la Réunion des musées nationaux a publié, il y a 2 ou 3 ans, un livre qui réunit toutes les images de pensée de beaucoup d'artistes, de peintres, de dessinateurs, de cartographes, et même il y a Freud aussi, donc ce n'est pas seulement des gens qui utilisaient l'image, mais Freud travaillait beaucoup avec des petits graphiques pour mettre en place sa philosophie, sa pensée, sa psychanalyse. Et ce bouquin réunit toutes les images de pensée. C'est extrêmement intéressant de le voir parce que c'est très imparfait. C'est-à-dire on a une image de pensée parfaite, et quand on va essayer de faire figurer la première image qu'on va décrire une couleur, eh bien on a une image imparfaite qu'on va appeler l'esquisse zéro, et on va travailler autant d'esquisses pour remonter la qualité de ce qu'on voulait faire à peu près et à égalité avec ce qu'était notre idée première. Ici, un travail sur comment les Japonais se perçoivent dans le contexte monde, donc un document qui s'appelle Le Monde vu de Tokyo. Et après avoir étudié l'objet, j'en avais une idée, et ce que je voulais montrer, c'est à partir... Alors, le nord est ici. Ici, on va vers l'ouest, et par là, c'est vers l'est. Donc, c'est renversé, c'est pour ça que vous ne pouvez pas très bien comprendre. Le Japon, la Russie, l'Europe, l'arc pétrolier, des projets de gazoducs. Ici, le chemin maritime pour approvisionnement, 100% du Japon approvisionné par la route à travers les détroits de Malacca, Suez, etc. C'est une mise en place
Corée du Nord, c'est l'ennemi traditionnel. Et puis, les marchés émergents, les marchés concurrents. Donc, une espèce de première mise en place, esquisse 0. Et à partir de cette esquisse, qui est une image, on va essayer, un petit peu comme un Polaroid, qui est tout gris et où l'image va apparaître peu à peu. Alors, vous n'êtes plus de la génération des Polaroids, mais vous savez ce que c'est. Ça a disparu il y a longtemps, mais c'était quand moi j'avais votre âge, donc du coup. Et cette image apparaît, cette image apparaît petit à petit, et c'est exactement le processus. Donc voilà l'esquisse 1. Comme vous la voyez ici, on est passé donc. Alors, et comme je dis souvent, vous n'avez pas besoin de fond de carte pour faire de la cartographie nécessairement. Parfois, quand vous avez une idée sur la manière, sur ce que vous voulez représenter et comment le monde est organisé, vous pouvez tout à fait le faire sous forme de schéma. Là, on est passé du schéma au référencement, au géoréférencement. Vous reconnaissez l'Afrique, dans le mauvais sens naturellement, l'Australie. Et ici, on a un petit peu réorganisé, affiné. Donc vous allez reconnaître la route maritime qui passe par l'océan Indien. Ici, l'arc du pétrole, les grands projets d'évacuation du pétrole vers l'Asie et vers le Japon en particulier. Ici, cette espèce de petite excroissance noire, c'est la Corée, c'est l'ennemi traditionnel. Mais c'est encore assez chaotique. Voici l'esquisse 1. L'esquisse 2, elle commence à s'affiner. Vous voyez, la vision devient un petit peu plus claire. On a rajouté ici des espaces très instables, géopolitiques. La piraterie, la mer Rouge, le golfe de Suez, tout ça, ce sont des espaces géopolitiques stratégiques et très très instables, qui sont un problème pour l'approvisionnement du Japon, et les raisons pour lesquelles le Japon est en train de voir avec les Chinois et avec les Russes, bien qu'ils soient en guerre, parce que le problème des courriers n'est pas réglé, donc le traité de paix entre le Japon et la Russie n'est toujours pas signé, il faut s'en souvenir, néanmoins de développer des alternatives terrestres pour évacuer les marchandises et approvisionner en pétrole. Avec la carte finale, qui sera donc l'esquisse 3, et qui va être à peu près équivalente à l'idée que j'en avais. Et vous voyez, à chaque étape, la carte est un tout petit peu plus précise et un tout petit peu plus propre, y compris dans la légende. Donc là encore, vous n'allez pas faire quelque chose d'aussi complexe, mais puisque vous posez la question et que c'est crucial pour vous de savoir comment faire un schéma, c'est important pour vous de savoir que même nous professionnels, nous passons toujours par diverses étapes avant d'y arriver. Et surtout cette idée de ne jamais s'interdire. On peut tout faire en cartographie si vous avez une intention derrière, si vous pouvez le justifier. Donc ce n'est pas la peine d'être bridé ou de vous brider vous-même et de se dire non, ça je ne peux pas faire en cartographie, ce n'est pas dans les règles, ou je ne peux pas le faire parce que ce n'est pas dans la sémiologie, ou parce que je pense que ce n'est pas valide ou ce n'est pas pertinent. En fait, c'est une discipline qui vous permet une liberté totale à partir du moment où vous pouvez justifier de la logique de vos choix, où vous pouvez justifier vos choix, où vous pouvez justifier votre intention. Et comment mieux justifier votre intention et vos choix qu'en rédigeant proprement votre légende avec la bonne terminologie. Merci, Voilà. merci beaucoup.